Bonjour à toutes et à tous, je suis le colonel Franck, sous-directeur de la prospective opérationnelle au CICDE. Très rapidement, mon parcours professionnel, je suis donc issu de la promotion 92 de l'école de l'air, officier mécanicien, et donc de formation génie atomicien option armes. Et donc j'ai effectué une grosse partie de ma carrière au sein de la dissuasion avant de retrouver le CICDE à l'été dans mes fonctions actuelles. Voilà. Et donc c'est avec plaisir que je vous accueille ce matin pour modérer cette table ronde. Alors c'est une tâche délicate, surtout après ces premières interventions de haut niveau. En propos introductif, j'ai envie d'insister sur effectivement ce changement climatique qui constitue une rupture majeure pour les années à venir, avec des conséquences, et on l'a déjà dit, que l'on anticipe finalement encore assez peu, mais qui s'annoncent assez tonitruantes. On a parlé de la conférence COP21 tout à l'heure, avec un objectif politique, et même donc cette COP21 qui a une contrainte juridique pour l'ensemble des pays qui ont signé et donc ratifié cet accord. Et donc là, on est effectivement dans un processus de traduction de cette politique, et donc c'est ce qu'on va voir un peu ce matin. Dans cette démarche, évidemment, le ministère des Armées est un acteur qui se distingue d'abord par sa spécificité et sa singularité, et donc a une responsabilité importante dans la prise en compte des conséquences de ce changement climatique. Il a d'ores et déjà intégré ce besoin d'adaptation, bien évidemment, et a commencé à anticiper leur nécessaire contribution dans la lutte contre le changement climatique. Mais ce ministère, ça a déjà été dit ce matin, est finalement contraint, ou du moins exposé à deux contraintes ou deux exigences contradictoires. D'une part, réduire, tant qu'il est possible de le faire, l'empreinte carbone de ses activités, d'une part, mais, et ça a été souligné à plusieurs reprises, sans jamais remettre en cause sa capacité opérationnelle à réaliser ses missions. Alors justement, les objectifs de cette première table ronde visent à vous présenter les éléments de stratégie du MINARM les plus structurants pour faire face aux enjeux et défis qui en découlent. Vous mettre peut-être aussi un peu en lumière des actions concrètes qui sont déjà mises en service au sein du MINARM, et finir avec quelques exemples d'adaptation, pour le coup illustrés. On le verra tout à l'heure dans le développement éolien et la partie infrastructure. Voilà. Ainsi, après un exposé des défis de la stratégie de maîtrise énergétique au sein du MINARM, notre table ronde, en fait, on va la poursuivre avec un éclairage sur la maîtrise des risques environnementaux dans les opérations d'armement. Et on complétera, comme je viens de le dire, ces premières présentations avec deux présentations très concrètes qui démontrent l'adaptation du MINARM pour accompagner les politiques nationales dans les domaines du développement éolien et du développement durable. Alors, pour aborder l'ensemble de ces questions, très larges, très interdépendantes, nous accueillons ce matin quatre intervenants que je vais vous présenter dès à présent. Vice-amiral Malter Didier, bonjour. Vous êtes sous-chef performance à l'état-major des armées. Vous intégrez l'école navale en 1986 et occupez jusqu'en 2012 des postes importants dans le monde de la dissuasion. Je souligne ici que vous avez notamment commandé le SNLE Le Triomphant et dirigé le centre opérationnel des forces sous-marines à Brest. En 2012, vous rejoignez la délégation des affaires stratégiques, actuelle d'EGRIS, pour vous occuper de lutte contre la prolifération des armes, de destruction massive et de contrôle des exportations d'armement. En 2014, on vous confie au sein du GDSN la délicate tâche de préparation des conseils de défense et de sécurité dans un contexte d'attentats encore bien présent dans l'ensemble des esprits. Enfin, après un passage à l'EMM, vous prenez en 2018 les fonctions de commandant de la zone maritime de l'océan Indien et de commandant des forces françaises stationnées aux Émirats arabes unis. Après votre commandement de l'opération MASO de l'Union européenne, vous êtes nommé sous-chef d'état-major performance de l'état-major des armées le 1er septembre 2020. Monsieur Reptin, bonjour. Vous êtes l'expert composant énergie-environnement du département ingénierie des projets de la direction technique de la DGA. Après un parcours de 18 années dans l'industrie des télécommunications, vous intégrez la DGA en 2005 dans le pôle de la direction technique qui traite des composants, des matériaux et de l'environnement. En 2009, vous devenez responsable métier sur la maîtrise des risques environnementaux dans les opérations d'armement.
Ceci vous amène tout naturellement, depuis fin 2020, aux fonctions d'expertise de haut niveau sur les risques d'approvisionnement composants et substances dans les programmes d'armement. Et je tiens à préciser ici d'ailleurs que vous avez aussi contribué pour la DGA au GT Énergie du ministère des Armées entre 2019 et 2020. Voilà, et c'est donc dans ce cadre-là que vous intervenez. À côté, nous accueillons donc le général des brigades Herfeld Étienne. Vous intégrez l'école de l'air de Salon-de-Provence en 1986 et vous êtes breveté pilote de transport en 1989. Vous totalisez à ce jour 5000 heures de vol et un total de 90 missions de guerre. Après avoir occupé de nombreux postes en unité opérationnelle et d'instruction, je veux noter ici l'escadron de transport tactique Touraine à Orléans, mais aussi le centre d'instruction des équipages de transport à Toulouse, vous rejoignez l'état-major de l'armée de l'air au bureau des études et plans généraux en 2004. Fort de cette expérience, vous partez aux Antilles en 2009 pour prendre les fonctions d'adjoint air du commandement supérieur des forces aériennes, des forces armées des Antilles. De retour en métropole en 2012, vous vous occupez d'OTIAD et d'emploi des forces à l'EMA avant de retrouver la base aérienne 107 de Villacoublay, si chère aux transporteurs, pour y exercer des fonctions de direction au sein du centre de soutien des opérations et des acheminements que nous connaissons tous sous le terme CSOA. Vous êtes nommé directeur de la circulation aérienne militaire de la direction de la sécurité aéronautique de l'État en 2019. Enfin, pour finir, Monsieur Dresse-Philippe, vous êtes architecte depuis 1992, diplômé par le gouvernement, et vous avez approfondi vos expertises par le biais de nombreux cours, dont ceux de l'école des hautes études de Chaillot. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des structures qui forment en fait, de manière continue les architectes à l'entretien et la conservation des villes et des monuments anciens. Et vous avez également suivi des cours à l'école des ponts et chaussées. Après un premier parcours dans le secteur privé, vous rejoignez le ministère de l'Environnement en 2003 au poste d'adjoint du directeur technique de l'Agence nationale de l'habitat. Au sein de ce ministère, vous exercez des responsabilités très variées, on ne va pas les détailler ici, mais dans la préservation des espaces, du patrimoine et de la biodiversité. Et vous pilotez dans ce cadre-là de très nombreux projets. Et en 2017, vous intégrez donc le secrétariat général pour l'administration du ministère des Armées au poste de sous-directeur de l'immobilier, de l'environnement, avant de prendre en 2018 les fonctions de sous-directeur de l'action immobilière, de l'environnement et du développement durable. Voilà, nous sommes donc ce matin en présence d'un certain nombre de décideurs, mais aussi des experts dans leur domaine, pour aborder au bon niveau cette adaptation et la contribution des armées pour lutter contre le changement climatique. Dans chacune des présentations qui va désormais arriver sera suivie d'une séquence de questions-réponses avec l'auditoire en présentiel mais également en distanciel, puisque, je veux le souligner ici, nous avons un chat qui est actif pour les personnels qui nous accompagnent à distance. Et donc, et à l'issue de chacune des tables rondes, celle de ce matin et celle de cet après-midi, il y aura également, encore une fois, 10 minutes d'échange possibles sur des questions plus transverses ou sur des questions sur lesquelles on voudrait revenir et qu'on n'aurait pas pu traiter en amont. Voilà, donc je vais sans plus tarder, Amiral, vous céder la parole pour ce premier thème. Merci mon colonel. Et puis merci également au CICDE d'avoir organisé ce séminaire, ce colloque concernant le changement climatique que l'on observe chaque jour davantage et qui rend, comme vous le savez, le contexte stratégique toujours plus incertain et toujours plus fragile. Ce qui se traduit d'ailleurs, comme l'a dit le CEMA ce matin, pour les armées françaises, par de nouveaux défis à relever, au-delà des opérations extérieures conduites actuellement. La ministre des Armées a structuré l'action environnementale et climatique selon deux grands axes. Tout d'abord, à travers le monde, les armées jouent un rôle croissant dans la gestion des catastrophes naturelles. Ça a été évoqué là, par M. Regaud ce matin. Il s'agit des missions HADA, Humanitarian Assistance and Disaster Relief,
pour laquelle la France consent des efforts en coopération avec nos partenaires, mais également compte tenu de ces territoires ultramarins et de sa zone économique exclusive, la deuxième au monde, comme vous le savez, la France n'est pas épargnée par ces catastrophes naturelles. Et je prends l'exemple de l'océan Indien que je connais un petit peu au travers de mon expérience opérationnelle. La France, d'ailleurs, va bientôt prendre la présidence d'un symposium qui s'appelle IONS, Indian Ocean Naval Symposium, pour faire en sorte que l'ensemble des marines riveraines de l'océan Indien puissent se coordonner pour faire face notamment aux catastrophes naturelles. J'en pour preuve que si vous lisez le Figaro ou la presse ce matin, il y a un nouveau cyclone qui est en train de se mettre en place dans le golfe de Bengale. Il y a déjà eu un le 17 mai qui a frappé l'État du Gujarat en Inde. Donc tout ça, ce sont des thématiques qu'on partage bien sûr avec les Indiens et pour lesquelles on est en train de mettre en place notamment au travers d'exercices qui seront conduits l'année prochaine avec l'Inde, le Bangladesh, bien sûr, l'Australie également, pour mettre en œuvre nos moyens et coopérer dans le cadre de ces missions humanitaires. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage sur cet aspect, je crois qu'il est détaillé plus largement cet après-midi. Je reviens sur le second axe d'effort de la ministre des Armées, qui est constitué par la contribution du ministère des Armées à la politique nationale de transition énergétique. Notre ministère dispose désormais d'une stratégie énergétique de défense qui vise à faire de la transition énergétique un atout opérationnel, afin toujours d'être, comme l'a dit le chef d'état-major des armées, plus performant et plus résilient. Alors bien sûr, cette transition, et c'est très clair, j'insisterai au travers de ma petite présentation, doit s'effectuer en conservant la supériorité des armes de la France face à tout adversaire. Il s'agit en tout cas pour nous de mettre en œuvre des mesures de maîtrise de l'énergie, des solutions innovantes pour gagner en autonomie stratégique, j'y reviendrai, en particulier pour les forces déployées à l'étranger ou celles qui sont en opération extérieure ou celles qui sont déployées, les stationnées à l'étranger. Ouais. Donc la réduction de l'empreinte carbone qui se fait au prix de ces actions incarne bien l'engagement des armées dans sa démarche de transition énergétique. Alors, comme vous le savez, alors c'est moi qui passe les slides, c'est ici. Alors, ça, je ne sais pas si ça marche. Alors, on m'a dit que c'est... Voilà, excellent. Notre ministère, celui des Armées, a la double caractéristique d'être d'abord le premier propriétaire foncier de l'État. Donc du coup, clairement, comme vous le voyez sur le graphique peut-être, un grand consommateur en gaz et électricité. Et puis également le premier consommateur de pétrole de l'État au travers des opérations conduites dans le domaine terrestre, aérien et également maritime. Donc ça représente 75% de notre mix énergétique, le pétrole. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des modes de propulsion nucléaire qui ont été retenus pour nos sous-marins, pour l'ensemble de nos sous-marins d'ailleurs, également pour le porte-avions. Donc la volonté de quitter l'énergie fossile, comme son nom l'indique, fossile, ça date d'un autre âge. Donc le nucléaire nous permet d'avoir cette capacité de nous déployer sur tous les théâtres d'opération sans émissions à effet de serre. Juste pour la petite histoire, ma carrière opérationnelle, c'est de l'ordre de 1000 jours sous l'eau, pratiquement 3 ans. C'est équivalent à peu près de 10 fois le tour du monde sous l'eau, ou l'aller-retour Terre-Lune sans aucune émission d'effet de serre, gaz à effet de serre. Donc voilà, donc ça c'est... donc c'était quand même un mode de propulsion assez intéressant pour justement la mobilité militaire. Je souhaite revenir sur le double défi auquel doit répondre le MINARM, celui de garantir la capacité des armées à conserver sa supériorité opérationnelle tout en réduisant son empreinte environnementale. Alors pour ce faire, la ministre a présenté en septembre 2020 une stratégie ambitieuse qui a été préparé également par le service d'énergie opérationnelle et également le SID, une stratégie ambitieuse qui se décline en 3 principes cardinaux qui ont été rappelés ce matin par le général Lecointre: consommer moins, consommer mieux et consommer sûr. Alors on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail, sans aller trop loin dans le détail quand même. Si vous pouvez passer au slide suivant, voilà. Vous voyez le triptyque, là, c'est facile à retenir. Alors, consommer moins, ça c'est facile, enfin, c'est facile à le dire. Il faut maintenant avoir une attitude volontariste et réduire son empreinte énergétique. Et donc en conséquence, la logistique des armées.
Et c'est extrêmement important. On ne peut pas conduire d'opération si on n'est pas correctement soutenu. Et alors, ceci est d'autant plus important qu'on observe que les besoins en énergie augmentent. Je crois que le représentant de la DGA pourra aussi l'évoquer. On recherche plus de mobilité, plus de puissance, des équipements plus énergivores, ce qui se traduit par une facture plus importante, d'où cette démarche, dès les projets amont, d'avoir des critères d'éco-conception. Et la DGA joue tout son rôle en tant que maîtrise d'ouvrage. Bon, on voit l'exemple, par exemple, de Scorpion, qui, semble-t-il, aurait une consommation supérieure de l'ordre de 30% à la génération précédente. Voilà, donc tout ça, ces sujets-là sont bien pris en considération. C'est le volet consommer moins. Consommer mieux, c'est dans un but d'une recherche aussi d'autonomie stratégique, par une plus grande maîtrise de nos consommations énergétiques. En fait, il faut connaître ces dépenses et mieux les gérer. Alors, la transition énergétique que j'ai évoquée en introduction et toutes les innovations technologiques, elles offrent de nombreux atouts. Et il s'agit en fait d'introduire des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Vous l'avez vu, là, on dépend à hauteur de 75% du pétrole ou de l'énergie fossile. Donc ça, il faut faire évoluer les choses. Ça prendra du temps, mais la démarche impulsée par la ministre est lancée. On a quelques exemples qu'on commence notamment sur la BAPA-5, la base aérienne projetée en Jordanie, où on a commencé à implanter des capacités photovoltaïques pour justement profiter de l'énergie solaire et faire en sorte qu'on gagne en autonomie et surtout qu'on ne soit pas dépendant du pétrole. Voilà, donc ça, c'est important. Il y a d'autres actions également qui sont conduites dans le domaine de l'infrastructure. Notamment, on souhaite se séparer des chaudières à fioul lourd. On en a encore à peu près 1600, je crois, sur l'ensemble du périmètre du ministère des Armées. C'est important, quand bien même la majorité, c'est comme du gaz, d'électricité, où il nous reste encore des chaudières qui datent de plusieurs décennies. Donc là, il y a une démarche importante qui va dans le bon sens. Voilà, au travers de la géothermie, au travers peut-être d'autres énergies moins polluantes. Également, pour nuancer peut-être ce qu'a dit le chef d'état-major des armées sur même les capacités militaires, qui vont aussi dans le sens, comme je dis, de l'autonomie stratégique et de l'efficacité stratégique. On a actuellement, la ministre a annoncé la construction d'un démonstrateur de Griffon hybride, électrique et également donc carburant. Électrique, c'est quand même intéressant. On le voit bien, les voitures électriques, elles sont quand même particulièrement silencieuses. Donc toute cette technologie qui a déjà été développée dans d'autres domaines est mise aussi en œuvre au travers de l'hybridité de la propulsion. Et là, je pense qu'on a un axe d'effort assez important. C'est également le cas, on essaie de voir toutes les voies possibles, notamment au travers de la simulation. C'est le cas à l'Armée de l'air, à Mont-de-Marsan, se met en place un centre c'est le cas déjà, de centre de simulation distribué à Mont-de-Marsan, où on va combiner à la fois la simulation, donc virtuelle, avec des missions réelles. Ça diminuera, si vous voulez, le nombre de vols. On le fait aussi dans les forces sous-marines, on a beaucoup de simulations. C'est des heures de vol ou des heures de sous-marin en moins. On s'entraîne dans des conditions suffisantes pour mettre sous tension les équipages et atteindre les objectifs d'entraînement avant les déploiements opérationnels. Voilà, toutes ces idées-là, eh bien, vous voyez, c'est une démarche volontariste qui est mise en œuvre par le ministère des Armées. Bon, j'ai d'autres exemples, mais je vais continuer. Ça passe aussi par un changement des mentalités. Les éco-réflexes, les éco-gestes, si vous voulez, il faut aussi en profiter dès l'arrivée des nouvelles recrues. Il y en a comme 25 000 par an pour leur passer les bons messages. Voilà, toutes ces initiatives sont déjà mises en place. Voilà. Néanmoins, moi, je souhaite encore une fois souligner que toutes ces démarches vertueuses qui sont mises en œuvre là actuellement, c'est de la réalité ce que je vous dis. Eh bien, ça se fait donc dans le cadre de la transition énergétique, mais ça doit aucunement affaiblir nos capacités opérationnelles. Donc, il faut trouver à chaque fois un juste milieu entre l'efficience énergétique et l'efficacité opérationnelle. Mais en ayant cette démarche volontariste, on arrive à faire des choses. Alors, le troisième volet, consommer sûr. Ça, c'est extrêmement important. C'est garantir notre liberté d'action pour nos armées. Alors, pour atteindre cet objectif, les armées françaises participent, comme vous le savez, sur de nombreux théâtres d'opérations à la sécurisation des lignes d'approvisionnement énergétique.
les fameux Sea Line of Communication. C'est le cas pour le détroit de Bab el-Mandeb, par exemple, avec la mission Atalanta, lutte contre la piraterie, qui viennent mettre en péril les artères énergétiques qui sont extrêmement importantes pour l'Europe et pour la France en particulier. C'est le cas également dans le détroit d'Ormuz, avec la mission Agenor que j'ai commandée pendant 2 ans à partir des Émirats arabes unis. Donc une coopération avec les pays européens, notamment les Belges, les Néerlandais, les Italiens, les Grecs. Voilà, tout faire en sorte que la sécurité internationale soit respectée même dans les détroits stratégiques. Voilà, tout ça, c'est des sujets importants pour garantir l'approvisionnement énergétique, et pas seulement du pétrole d'ailleurs. Donc tout ça, c'est important. L'objectif, il est vraiment clair, c'est de ne plus être autant dépendant au travers de la transition énergétique, c'est ne plus être autant dépendant aux prisonniers de l'énergie fossile, qui on sait qui à terme, et qu'il est déjà écologiquement et socialement inacceptable, ou difficilement acceptable, qui est économiquement de plus en plus inabordable et dont les foyers de production ou les zones de production sont souvent localisées dans les foyers de crise. Donc cette volonté d'autonomie stratégique, de garantir un mix énergétique est vraiment un axe fort au sein des ministères des Armées. Donc on recherche des nouvelles énergies sur le biocarburant, les carburants synthétiques, également sur l'hydrogène, sans oublier bien sûr toutes les technologies qui permettent de stocker l'énergie. Stocker l'électricité notamment. Donc là, ça ouvre des perspectives 2030, 2040 qui sont intéressantes et surtout avec une volonté de recherche de l'autoconsommation. Alors c'est quoi l'autoconsommation ? Eh bien c'est ce qui a été par exemple mis en place aux îles Glorieuses et prochainement à Djibouti. Ce sont déployer des capacités d'énergie renouvelable à partir du solaire, donc des panneaux photovoltaïques qui vous produisent l'électricité, qui produisent de l'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau ou de l'eau de mer, stockage de l'hydrogène, utilisation de l'hydrogène dans des piles à combustible. Vous voyez, tout ça, ça permet de s'affranchir de l'énergie fossile qui, comme son nom l'indique, un jour ou l'autre, il va falloir vraiment s'émanciper. Voilà, donc ça, c'est des choses... Alors bien sûr que ce n'est pas l'énergie d'une centrale nucléaire, mais voilà, tous ces gestes-là, ça va dans le bon sens de l'histoire. Donc voilà, c'est quand même les armées, on a tendance à l'oublier, on a cette volonté de démarche vertueuse. Voilà, c'est aussi le cadre du principe éco-camp, hein, donc pour augmenter notre autonomie énergétique, avec production de l'eau, recyclage de l'eau, enfin tous les différents flux ont été pensés pour faire en sorte d'être le plus indépendant possible lorsqu'on est projeté notamment en opération, mais également sur le territoire national. Voilà, mais bien évidemment, quand on parle de faire en sorte de ne pas être trop dépendant du pétrole, il faut aussi penser qu'en s'appuyant sur d'autres technologies, ne pas reporter la dépendance sur une autre dépendance. Je prends le cas des terres rares, qui sont extrêmement importantes pour les batteries, pour les éléments permanents, pour l'éolien par exemple. Les terres rares, comme vous savez, l'extraction et la production est sous le quasi-monopole à hauteur de 80-86% de la Chine. Donc tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça traduit pour nous par des coopérations, et c'est toute l'action de la DGRIS, coopération et bien sûr de la DGA avec nos partenaires, le Canada, l'Australie, les États-Unis, pour faire en sorte de pouvoir ne pas être dépendant notamment de la Chine ou d'autres acteurs. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Et puis, quoi qu'il arrive, au-delà de tout ce qui a été présenté, consommer moins, de manière plus sûre et consommer mieux. Bien évidemment, le CEMA l'a rappelé, les véhicules terrestres, les navires, les aéronefs restent à ce jour toujours tributaires des carburants, qui est le combustible principal. Donc la volonté, là aussi, c'est de progresser. Alors, je pense qu'il y a un slide, pour incorporer de plus en plus, step by step, le biocarburant de deuxième génération, notamment pour les aéronefs. Cette volonté s'accompagne de développement d'une filière française et européenne de biocarburants. Donc biocarburants, également hydrogène. Vous savez peut-être que la filière aéronautique est engagée à construire à l'horizon 2035 un avion volant à l'hydrogène. Là aussi, les armées n'ont pas vocation à rester à côté de cette révolution technologique. Donc voilà, ça c'est suivi avec grande attention. Voilà, j'arrête là parce que je suis sans doute trop long. Merci beaucoup. Donc on a bien cerné donc ces éléments de stratégie de haut niveau donc qui sont structurants.
Et donc, avant de passer à l'éco-conception, je vais laisser la parole à l'auditoire s'il y avait des questions sur cette première partie. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Sinon, oui, s'il vous plaît. Bonjour, commandant Bernet, CPCO. J'ai une question sur les biocarburants. Déjà, j'aurais voulu savoir comment vous les définissiez. Est-ce qu'il s'agit de biocarburants qui vont se mettre en compétition avec les zones agraires qui vont nécessairement, dont on va nécessairement avoir besoin sur le territoire national et ailleurs? Ou est-ce que vous envisagez des biocarburants type développement des algues dans des zones internationales ou équivalents, ou dans les zones nationales? Parce que je sais que c'est une piste qui est envisagée, notamment dans le domaine aéronautique, pour les gros porteurs dans le civil. Finalement, pourquoi pas exploiter ce filon? Ouais, je pense que le directeur du service d'énergie opérationnelle est sans doute mieux placé pour répondre, mais en tout cas, cette démarche, ce qu'il faut bien retenir, d'abord, ça se fait, comme vous voyez, pas à pas, hein, c'est de 5%, une progressivité, pour faire en sorte justement qu'on ne soit pas totalement dépendant du carburant. Donc le champ des possibles est très ouvert, et je pense que chaque année, on progresse dans ce domaine-là. Je pense que, Jean-Charles, tu pourras compléter sans doute sur le sujet biocarburant, qui est quand même assez technique. Merci. Je suis l'ingénieur général Jean-Charles Ferré, directeur du service des énergies opérationnelles et accessoirement chef de la division énergie opérationnelle à l'état-major des armées. Donc je réponds à votre question. Au jour d'aujourd'hui, les biocarburants sont effectivement avec des origines extrêmement diverses. Il y a les biocarburants d'origine primaire, secondaire, et vous avez parlé des algues qui sont des projets aujourd'hui qui ne sont pas encore industriellement viables. Donc, quoi qu'il en soit, ce qui est important de retenir, c'est que l'État va fixer des règles en termes de qualité de biocarburant. Évidemment, l'État va déjà interdit l'huile de palme, ce genre d'origine, et va être extrêmement attentive à ce que les biocarburants qu'on utilisera essentiellement, là, c'était bien pour l'aéronautique, ne viennent pas en concurrence avec les besoins agricoles de l'État français. C'est pour ça que cette fameuse feuille de route, elle est signée à la fois par le ministère de l'Industrie, ou du Développement durable, et le ministère de l'Agriculture français. Donc on est bien en corrélation avec tous les besoins et toutes les attentions qui sont générées par l'ensemble des acteurs du domaine. Donc nous suivrons la feuille de route, nous l'appliquerons avec les normes qui nous seront données et qui, évidemment, mettront en protection les besoins alimentaires, mais également les produits qui sont considérés comme politiquement incorrects à utiliser, comme je l'ai dit, l'huile de palme, etc. Donc nous suivons cette démarche. Et d'ailleurs, un certain nombre de taxes vont apparaître, hein, notamment la TIRIB, qui va venir impacter si vous êtes en cohérence avec cette feuille de route ou si vous êtes en déviance. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Aujourd'hui, en tout cas, les algues, ça n'est pas industriellement, c'est pas encore quelque chose qui est mis en œuvre. Merci beaucoup pour cet éclairage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Xavier. Et après, on prendra... après. Non, mais tu peux parler. Je me permets, je ne suis pas censée faire circuler le micro à cause des normes sanitaires. Mon Gérald, je fais une exception pour vous. Donc du coup, si vous pouvez user votre voix. Voilà, tout à l'heure, on prendra une question du chat s'il y en a une. Voilà, donc Xavier, à toi, s'il te plaît. Oui, je suis Colin Fouassé, le sous-directeur RETEX du CIC2. Vous avez parlé de volonté de la volonté des chefs, il y a aussi changer les mentalités. Vous parlez de saisir des opportunités, mais est-ce qu'il y a aussi des choses beaucoup plus strictes ou des jalons plus stricts que l'état-major a l'intention de fixer? Si on prend le parallèle avec l'industrie automobile, le gouvernement fixe les taux de CO2 à respecter. Est-ce qu'il y a une volonté de l'EMA d'être beaucoup plus strict vis-à-vis de nous fournisseurs de l'industriel pour donner des jalons plutôt que des intentions, hein? Quand on parle de saisir des opportunités, on est plutôt dans l'intention et d'avoir plutôt des choses un peu plus strictes à fixer. Je ne sais pas s'il y a des critères plus stricts. En tout cas, comme je vous l'ai dit, il faut en permanence rechercher un équilibre entre l'efficience énergétique, donc cette volonté de contribuer à la transition énergétique, tout en gardant notre efficacité opérationnelle. Donc
Et vous voyez, le champ est large. Là, tout à l'heure, le représentant de la DGA vous présentera aussi les avancées, les innovations qui sont prévues. Donc c'est un champ très large. On n'est pas là pour compter les points. On est là enfin, le cap est donné. Le cap a été donné par la ministre des Armées au travers de la stratégie énergétique de défense. Il y a plusieurs piliers, notamment le pilier énergie opérationnelle. Voilà. Et on voit bien que, quel que soit le contexte stratégique dans lequel on va s'inscrire dans les 10-20 années à venir, quoi qu'il arrive, notre dépendance au carburant doit cesser. Et le plus tôt possible sera le meilleur. Tout ça, bien sûr, avec la volonté de garder la supériorité. Donc vous savez, c'est très important de fixer les directives et le cap. Parce qu'après, eh bien, vous avez l'ensemble des directions et services des armées qui se mettent en ordre de bataille. Donc il y a ça, il y a le volet aussi de développement durable, tout ça. Donc là, comment on quantifie ? Je ne sais pas exactement. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que l'ensemble des exemples que je vous donnais participent à avoir un ministère des Armées un peu plus vert, si je peux aller jusqu'à là. Et ça, l'impulsion a été donnée clairement, voilà, au travers notamment de cette stratégie énergétique de défense que je vous invite à lire, si vous ne l'avez pas déjà lu, qui précise bien les différents axes d'effort. Voilà, pour faire en sorte qu'on mette en place un mix énergétique. Et là, on voit bien qu'il y a un champ de possibilités très ouvert. Très bien. Je vérifie. Est-ce qu'on a une question du chat peut-être ? Non, pas à ce stade. Bon, donc est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions dans l'Assemblée, s'il vous plaît ? Oui. Bonjour, chef d'escadron Trébouville de la section technique de l'armée de terre. Je voulais être un peu disruptif dans ce propos. Avez-vous envisagé, dans les années à venir, de ne pas réussir à mettre en place cette stratégie énergétique de transition et donc d'avoir un plan de secours, si on peut s'exprimer ainsi, par rapport à cette transition énergétique envisagée et aux nouvelles technologies qui sont nécessaires, notamment rupture technologique, nécessaires pour réussir cette transition. Alors, c'est une très bonne question, c'est toujours bon d'être disruptif. Les objectifs qu'on s'est fixés, c'est une ambition. Voilà, on a fixé une ambition, notamment à échéance 2050, d'être le plus bas carbone possible. Voilà, donc on progresse. On parlait des biocarburants, on commence avec 5%. Donc il reste quand même 95% carburant. Et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment une approche pragmatique, pas à pas. Mais je reviens sur l'hybridité, même pour le caractère opérationnel. Si vous avez des engins terrestres qui sont silencieux, pour faire face dans certaines situations, notamment contre la lutte contre le terrorisme, au Sahel ou au Moyen-Orient ou n'importe où, vous voyez bien que ce sont quand même des démarches qui sont intéressantes pour les armées. La recherche de silence, la recherche de l'efficacité, passe par cette recherche-là. Voilà, donc voilà, on a mis là-bas une ambition qui est assez haute, tout en gardant notre efficacité. J'insiste là-dessus quand même, parce qu'à aucun moment on va fragiliser notre système d'armes. Mais il y a un champ des possibles, il y a un gisement extrêmement important, et tout ce qui est développé dans l'industrie civile, il y a toujours un côté dual. Les armées peuvent profiter de cette technologie, et le champ est large. On parlait des parcs photovoltaïques, moi je l'ai vu en Jordanie. Voilà, donc c'est assez novateur. Hein. Et dans certains théâtres où le soleil tape dur, on peut développer une autoconsommation et une autonomie de manière assez efficace. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Donc voilà, l'ambition est en place. Où est-ce qu'on sera en 2030 ? Je suis incapable de vous le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que la dynamique est lancée. Très bien, merci. On a encore le temps de prendre peut-être encore une ou deux questions dans l'Assemblée. Oui, s'il vous plaît, madame. Bonjour, excusez-moi. Je vais parler plus fort, si vous ne m'entendez pas. Christelle Rouget, en fait, moi j'avais une question sur... Je le tiens. Ah, on m'entend pas. On le prend pas. J'avais une question sur des alternatives, alors c'est peut-être pour le général Finet, des alternatives aux énergies, notamment tout ce qui est à base d'ORC, OCR, le cycle organique de Rankine, qui permet notamment de transformer de la chaleur fatale en chaleur utile. Est-ce que ça, c'est des pistes ? On sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de technologies qui existent, des sociétés, des PME comme Enogia, par exemple,
qui se font approcher par les Chinois. Jusqu'à maintenant, c'était peut-être des technologies qui n'étaient pas suffisamment, qui avaient un niveau de rendement pas suffisamment compétitif par rapport au prix aujourd'hui de l'énergie. Mais est-ce que demain, c'est pas là-dedans qu'il faut investir? Bon, je laisserai peut-être des experts répondre, mais j'ai quand même au moins un exemple qui avait déjà été mentionné. Les data centers, notamment celui des armées là, qui vient d'être réalisé à Bordeaux, la chaleur, l'énergie calorifique dégagée par les data centers peut servir effectivement à être utilisé pour réchauffer des bâtiments ou autres. Donc je pense que ce cycle-là, il est vertueux. Il y a peut-être d'autres exemples, hein, j'en ai pas en tête. Mais voilà, toutes les bonnes idées, que ce soit dans le monde civil ou dans le monde des armées, seront exploitées, bien évidemment. Vous m'entendez? Oui. Ce sont effectivement des pistes qui sont regardées au niveau de la DGA et de l'Agence de l'innovation de défense. Ces propos, je dirais également que ce qui nous intéresse fortement aujourd'hui, c'est effectivement la chaleur fatale de tout ce qui est informatique, et pour lequel nous démarrons une étude pour savoir de quelle façon on va pouvoir l'utiliser, et surtout en opération extérieure. Puisqu'en opération extérieure, on va essayer de chercher toutes les sources énergétiques possibles de façon à rendre le camp encore plus autonome. Et dans ces conditions-là, je suis assez fortement intéressé par ce que génèrent toutes les machines de la Dirisie, et pour essayer de traduire ou de transformer cette chaleur fatale, comme vous le dites, en une énergie exploitable. Donc c'est sur ce champ-là que la division énergie opérationnelle travaille et étudie avec la Dirisie. En revanche, comme l'a dit la DGA, sur l'innovation, il y a tout un champ exploratoire intéressant. Oui, simplement, je vous remercie pour ces précisions. C'était pour dire qu'il y a il y a la source, la chaleur fatale qui vient potentiellement des data centers, ou des pots d'échappement, ou autre chose, mais il y a la technologie et notamment la machine derrière, donc le produit qui permet la transformation. Et donc ces technos, aujourd'hui, il y a quelques ETI, PME qui vivotent, comme Inogia, qui ont eu des difficultés à sortir. Maintenant, il y en a, c'est presque des spin-offs de Bertin, mais on constate qu'ils sont attirés, que les Chinois commencent à se poser des questions d'investissement. Donc l'agence de l'innovation devrait s'y intéresser fortement. Voilà. Très bien, donc ces échanges montrent qu'à un moment donné, il y a effectivement un pont entre la stratégie et puis derrière la manière de mettre tout ça en œuvre. Et c'est juste, ça tombe bien puisque M. Reptin est avec nous ce matin. Donc je vais vous laisser la parole pour nous exposer quelques éléments d'éco-conception. Et donc à l'issue de cette intervention, on aura de la même manière un échange avec l'auditoire. Voilà. Merci mon colonel. Je fais partie de la DGA. Je voudrais rappeler qu'une des principales missions de la DGA est d'assurer l'équipement des forces en développement des systèmes d'armes qui répondent aux besoins des forces. Des militaires. L'une des premières attentes est de livrer des systèmes qui sont fiables et qui durent dans le temps, c'est-à-dire qu'on sait maintenir. Et comme ça a déjà été dit, la DGA a initié dès le milieu des années 2000 un travail d'identification des risques et des enjeux environnementaux qui pourraient réduire les performances opérationnelles des systèmes d'armes. Il en est sorti principalement l'utilisation des substances dangereuses, qui sont interdites petit à petit par les réglementations. REACH a été cité, mais il y en a d'autres. Il y a la réglementation sur les polluants organiques persistants, sur les biocides, sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, c'est la consommation énergétique et les rejets polluants des systèmes en utilisation. Et puis le troisième thème, c'est le démantèlement en fin de vie et la maîtrise des pollutions associées. Donc ces trois thèmes qui sont sortis de cette analyse vers 2007-2008 sont traités au niveau des contrats d'armement sous forme d'exigences qui visent soit à pousser à leur substitution,
soit à vérifier que réglementairement, on va pouvoir continuer à les utiliser si c'est nécessaire, parce qu'il y a toujours cet objectif de maintenir la performance des systèmes. Donc, de temps en temps, on ne peut pas se passer de certaines substances qui permettent de maintenir les performances des systèmes. C'est vrai aussi, d'ailleurs, dans le monde civil. Donc, ces 3 thèmes forment le socle organique de la DGA, le socle environnemental de la DGA depuis plus d'une dizaine d'années. Et puis, on est passé donc à l'éco-conception. L'éco-conception, c'est quoi? C'est une démarche en fait qui est plus globale et qui traite de l'ensemble des impacts environnementaux en prenant en compte l'ensemble du cycle de vie des systèmes, c'est-à-dire depuis leur fabrication, leur utilisation et puis leur démantèlement. Et en 2018, la DGA a étudié une méthodologie d'éco-conception adaptée à la maîtrise d'ouvrage. Parce que comme vous le savez, en fait, la DGA en fait, ne réalise pas les systèmes d'armes, elle passe des contrats vers des industriels, et donc il faut travailler avec ces industriels qui doivent éco-concevoir les systèmes. Donc cette approche, cette méthodologie, elle s'appelle GRECO, grille d'éco-conception, et elle a 2 objectifs. Tout d'abord, d'évaluer la maturité environnementale de l'organisation des entreprises. C'est-à-dire qu'on va voir nos industriels et puis on les questionne sur comment ils sont organisés, comment ils traitent de l'environnement, comment ils traitent de l'éco-conception. Et puis aussi vise à évaluer les actions d'éco-conception qui sont mises en place dans les programmes d'études. Et depuis 2019, ces fiches GRECO sont intégrées à l'ensemble des programmes d'armement. Alors l'énergie, on parlait des impacts environnementaux pour l'éco-conception. Il y a 2 impacts qui sont liés à l'énergie. Il y a d'abord la consommation des ressources qui ne sont pas renouvelables, des sources d'énergie qui ne sont pas renouvelables. Et puis ensuite, il y a l'émission de gaz carbonique qui est, lui, directement lié au réchauffement climatique. L'objectif qui est donné par la stratégie énergétique de défense est de systématiser la prise en compte du volet énergie dans les programmes d'armement et dans la conduite des opérations d'armement, en généralisant notamment les exigences d'éco-conception et d'efficacité énergétique dans les programmes. Alors, l'enjeu aussi qui est donné au niveau de cette stratégie énergétique de défense, c'est de dire qu'il existe, vous l'avez cité notamment avec la société Enogia, mais il y en a beaucoup d'autres exemples. Il existe des tas d'innovations qui sont... il y a un travail sur l'énergie, l'économie d'énergie qui est faite au niveau du civil. Et ces innovations peuvent être intéressantes et reprises pour les systèmes d'armes en les adaptant, parce que généralement on peut avoir des conditions d'emploi qui sont un peu particulières. Par exemple, on assiste à un basculement assez soutenu dans le monde civil des moyens de propulsion qui passent à l'électrification, soit totale, soit partielle. Alors on peut citer les voitures électriques, mais aussi les véhicules hybrides, voire les véhicules hybrides rechargeables. Des programmes, ces études ont fait l'objet de la part de la DGA, ont fait l'objet d'études, notamment il y a quelques années, pour réaliser un prototype de véhicule blindé qui a été hybridé. Et puis ça a été aussi utilisé, là non pas dans une étude et un prototype, mais dans un programme qui a permis de sortir des chalands multimissions qui sont complètement hybridés. Et là, c'est un véritable programme, et il y a une dizaine d'exemplaires qui sont sortis et qui sont maintenant opérationnels. Alors, qu'est-ce que ces technologies d'hybridation peuvent apporter? Ils peuvent apporter une réduction de la consommation d'énergie et donc l'empreinte carbone, un surplus de puissance, notamment pour les véhicules blindés, notamment au démarrage, parce qu'en fait, l'intérêt des moteurs électriques, c'est qu'ils ont un fort couple à très faible vitesse, ce qui n'est pas le cas des moteurs thermiques.
Et puis une forte discrétion qui peut être un avantage opérationnel, qui est aussi dans le cadre du CMM un confort pour les militaires. Il y a d'autres innovations. Il y a d'autres innovations qui viennent du civil, qui sont un peu plus... Alors moi, je viens du monde de l'électronique. Il y a des nouveaux composants électroniques en carbure de silicium et nitrure de hélium qui permettent en faire de fait des convertisseurs qui ont des rendements qui sont bien améliorés par rapport à ce qui existait avant. Et ces technologies qui viennent du monde civil sont réutilisées notamment dans certains convertisseurs en aéronautique et qui permettent de gagner en fait des rendements et donc de la consommation. Un autre, voilà. Et alors ça, ce sont des exemples qui sont déjà passés. Et puis, en accord avec la stratégie énergétique de défense, la DGA va engager d'autres actions dans l'avenir. Alors, dès cette année, il va y avoir des études qui vont être lancées, une sur l'optimisation énergétique des plateformes. Donc, en fait, ça vise à faire des outils qui vont permettre de comparer les architectures énergétiques des différentes plateformes, alors aussi bien aéro, terrestre que navales, et qui vont, en fonction des profils de mission, et les profils de mission peuvent être très variés, vont déterminer quelles sont les architectures les plus économes et qui, en même temps, permettent de garder la performance. De cette même étude va sortir un outil d'optimisation du pilotage. C'est-à-dire, une fois qu'on a défini l'architecture optimisée, eh bien, il y a aussi un pilotage optimisé qui peut être mis en place et utilisé par les forces. Va être lancée aussi cette année une étude, on a parlé du biocarburant. Alors le biocarburant a déjà été en cours ou a déjà été validé pour la partie aéro. Et une étude va être lancée pour voir si on peut utiliser ce biocarburant. Alors ce n'est pas du 100% de biocarburant, mais c'est un ajout à 5% pour le moment, pour le matériel roulant. Je reviens sur les blindés. Un prototype a été fait, donc je le disais tout à l'heure, il y a quelques années. Et maintenant, on va développer un démonstrateur technologique qui va permettre en fait de choisir le meilleur mode d'hybridation pour des blindés qui s'appellent des griffons. Alors, ce ne sera peut-être pas tous les griffons, mais qui devrait être fourni aux forces en 2028-2030. Un des avantages que j'ai oublié de citer tout à l'heure sur l'hybridation des blindés, c'est qu'il nous arrive d'être obligé d'augmenter le nombre de batteries sur des blindés parce qu'on utilise de plus en plus d'équipements électroniques, de capteurs et de choses diverses. Et l'avantage de l'hybridation, c'est que non seulement elle apporte un plus sur l'économie et sur la propulsion, mais aussi elle est tout à fait compatible en fait, de l'utilisation de beaucoup d'équipements électroniques à bord. Voilà. Et puis, dernière chose, il y a des études qui sont, on a parlé d'hydrogène, il y a des études qui sont lancées pour regarder les autres sources d'énergie qui peuvent être utilisées, en particulier l'hydrogène. Alors, il y a déjà un certain nombre d'études qui concernent le matériel terrestre, le matériel aéronautique, les drones. Mais il y a une étude particulière qui va être lancée qui consiste à regarder les problèmes de logistique, c'est-à-dire l'hydrogène, c'est quand même un gaz qui s'échappe facilement, donc il faut regarder tous les aspects transport, tous les aspects stockage, voir la production éventuellement, et regarder les aspects sécurité que ça poserait et comment on peut les résoudre en OPEX. Voilà rapidement. Bon, il y a d'autres études, mais peut-être que le mieux est de passer aux questions. Très bien, merci beaucoup pour cet éclairage, donc évidemment qui complète ce qui vient d'être dit. Et donc je vais laisser la parole à l'Assemblée s'il y a une première question. Oui. Désolé, encore une question sur les compétitions entre les différentes technologies.
Dans une bouteille comme ça, on peut mettre environ 5000 Wh avec du pétrole, avec de l'électricité, avec de la batterie, avec une technologie qui fonctionne plutôt pas mal, le lithium-soufre par exemple, on est plutôt dans l'ordre de 200 Wh. Donc vous voyez tout de suite la différence. Pour être très concret, avec une moto, avec ça, on fait une dizaine de kilomètres en roulant à 100 km/h. Avec une batterie, vous arriverez péniblement à sortir de votre garage sur le démarreur. Donc concrètement, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce que l'armée, la DGA en général, résout cette équation, et comment est-ce qu'on peut, avec cette contrainte, prendre l'hybridité, même si j'en comprends l'intérêt tactique, comme une possibilité sérieuse, parce que finalement, comme disait le SEMA, on n'aura pas de rafale électrique. Donc, quelle est votre analyse sur ce point? En fait, si on voulait passer complètement électrique, on ferait des blindés électriques. Et là, ça rejoint ce que vous dites, c'est qu'on n'aurait jamais l'énergie suffisante. C'est pour ça qu'on passe à l'hybridation. L'hybridation permet de garder la quantité d'énergie qui est disponible de par le réservoir, tout en apportant une réduction de la consommation, parce qu'on va récupérer de l'énergie au freinage. Dans des parcours qui sont un peu accidentés, on le voit sur les véhicules en ville, hein, on gagne en consommation. Alors après, à plus long terme, si jamais les études montrent que c'est faisable, vous avez l'hydrogène. Alors l'hydrogène, dans sa forme la plus compacte, on n'est pas loin de l'équivalent de l'essence ou du gazole. Donc on n'est pas très loin. Mais c'est sous forme liquide, ça pose d'autres problèmes. L'hydrogène peut avoir un autre intérêt, c'est qu'il est beaucoup plus léger. Donc pour tout ce qui est aéro, je parle des drones, hein, je ne parle pas du Rafale, pour tout ce qui est drone, ça peut être intéressant parce qu'on a une source d'énergie qui est en fait ramenée en densité massique qui est plus importante. Très bien, merci. Il y avait une question donc, sur ma droite, s'il vous plaît. Je passe sans micro. Merci, je suis désolée, c'est toujours la même personne qui pose des questions. Moi, j'avais une question, monsieur, sur vous avez parlé de stratégie de sourcing en énergie. Dans la phase d'éco-conception, il y a toute la phase de fabrication et de conception. Quelles sont les démarches qui sont pour vous les plus optimales et qui permettent de combiner à la fois empreinte environnementale, efficacité opérationnelle? On a parlé beaucoup de l'énergie, mais les matériaux, notamment pour lutter contre l'embonpoint, contre l'obésité, sur la charge notamment, ça c'est peut-être des pistes, sur tout ce qui est lié au traitement de surface. Je crois que vous avez abordé le sujet REACH notamment aussi, mais quelles sont les pistes d'éco-conception justement que vous abordez en règle générale? Comment en fait? Alors en fait, on a tendance à les classer. Pourquoi on se base sur l'énergie, mais c'est pas vrai. Quand on parle des impacts environnementaux, elles sont de multiples sources, y compris la consommation de ressources comme des matériaux rares. Mais dans des matériels militaires qui servent à la mobilité et qui sont utilisés pendant plusieurs dizaines d'années, l'impact le plus important, ça va être l'énergie. Donc c'est pour ça on se focalise un peu sur ce sujet. Il en va tout à fait. Enfin, c'est différent pour d'autres systèmes. Si on parle de missiles, le problème n'est pas du tout le même, et on va regarder d'autres impacts environnementaux. Sur la partie substances dangereuses et traitement de surface, en fait, les réglementations environnementales ont tendance à interdire des substances qui permettent de faire des traitements qui sont performants. Donc après, il faut suivre tant qu'on n'a pas de problème de performance. Il faut suivre la réglementation civile.
Et puis par moment, on va être obligé, mais c'est vrai aussi pour le civil, par exemple dans des environnements marins qui sont très agressifs du point de vue de la corrosion, on va être obligé, jusqu'à ce qu'on ait trouvé des substitutions, de continuer à utiliser certaines substances qui sont réputées dangereuses en prenant toutes les mesures nécessaires pour la sécurité des personnes. Bon, voilà, je n'ai sans doute pas complètement répondu à votre question, mais elle est vaste. Vous avez une boîte à outils particulière pour vous permettre justement l'allègement. L'allègement permet de réduire l'empreinte énergétique, par exemple. Dans le numérique aussi, on sait que maintenant l'ensemble du capaciteur, que ce soit quel que soit le domaine, quelles que soient les forces, c'est digitalo-dépendant. Et on n'a que 30 ans de ressources abiotiques devant nous. Et la question, c'est comment on arrive à traiter l'ensemble de ces sujets dans la pluridisciplinarité et par quelle méthode des co-conceptions en particulier. Quelle est la plus robuste pour... la plus inspirante en matière d'innovation, peut-être même de rupture. En fait, alors il y a plusieurs choses quand vous dites qu'il faut alléger, quand vous dites qu'il faut alléger les équipements, etc. Ce sont deux choses de toute façon qui intéressent, en dehors des pratiques d'éco-conception, c'est intéressant pour les systèmes. Donc ce sont déjà des choses qui sont prises en compte. Et après, en fait, c'est par cette méthodologie qui s'appelle Greco qu'on va regarder. En fait, ça passe derrière par des analyses de cycle de vie qui peuvent être faites dans le cadre des programmes d'études. C'est-à-dire que dans les programmes d'études, on va évaluer des nouvelles technologies. En faisant une analyse de cycle de vie, on va regarder si ces nouvelles technologies améliorent les impacts, enfin diminuent les impacts environnementaux par rapport aux anciennes technologies qui étaient utilisées. Ça, ce sont des choses qui sont préconisées maintenant dans toutes les études à la DGA. Ça rejoint... alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la DGA, elle est maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est une prise en compte qui doit être faite chez les industriels, chez nos industriels. Donc, on les pousse à aller dans ce sens-là. Et ça fait partie des négociations dans le cadre de chaque contrat d'armement, enfin de programme d'armement. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée ? Écoutez, parce qu'il y en a pas. Moi, je vais en poser une. On a vu tout à l'heure qu'on est tous finalement condamnés à réussir collectivement. Donc, la France fait beaucoup de choses. C'est ce qu'on vient de voir. J'ai envie de mettre un peu le focus sur nos pays européens et en termes de conception, et notamment l'Allemagne. Où est-ce que les Allemands se situent aujourd'hui dans cette démarche ? Alors, il y a, dans le cadre de l'Agence européenne de défense, il y a des groupes de travail qui, jusqu'ici, regardent surtout la partie réglementation, en termes d'éco-conception et de conception de matériel qui diminue les impacts environnementaux. On n'est pas à ce niveau-là. On est surtout sur la partie comment on fait pour régler les problèmes qui sont posés par la réglementation REACH particulièrement. Voilà. Et il y a des groupes qui sont très actifs un groupe qui est très actif sur ce domaine à l'Agence européenne de défense. Donc on est effectivement dans cette logique encore, ce qu'on a souligné tout à l'heure, c'est fixer un cap et puis avancer. Mais écoutez, merci beaucoup. S'il n'y a plus d'autres questions, il y en a eu peut-être au niveau du chat. J'ai une question du chat qui demande si la DGA aborde d'ores et déjà la propulsion nucléaire du porte-avions nouvelle génération et des SNLE troisième génération sous le prisme de l'éco-conception. Et une deuxième question, peut-on s'attendre à des nouvelles technologies en comparaison à des propulsions actuelles ? Alors, la partie
la partie nucléaire, c'est un cadre particulier. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que l'intérêt de la propulsion nucléaire, c'est qu'elle n'émet pas de gaz carbonique. Donc, de ce point de vue-là, elle est avantageuse sur le réchauffement climatique. Bon, ça ne fait pas partie de mon domaine d'intervention, donc je peux difficilement en dire plus. Très bien, merci. Donc, on a parlé de stratégie, on a parlé de conception, donc là on est un peu dans le temps long. Mais on a dit déjà ce matin aussi qu'il y avait déjà des actions concrètes qui étaient engagées au sein du ministère. Et donc on va poursuivre cette fois-ci avec le général Herfeld de la DIRCAM, qui donc va nous parler d'un sujet particulier qui est le développement éolien. Voilà, donc mon général, je vous laisse la parole. Oui, merci mon colonel. Mesdames et messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs, chers camarades, bonjour. Donc, sans doute beaucoup d'entre vous ne connaissent pas la direction de la circulation aérienne militaire. C'est l'organisme sous la tutelle du ministère qui co-gère avec le ministère de la Transition écologique et plus précisément la DGAC, la Direction générale de l'aviation civile, l'espace aérien français. La DIRCAM, elle est au sein de la direction de la sécurité aéronautique d'État, un pilier, un organisme de réglementation, d'audit, d'homologation, qui s'intéresse essentiellement aux espaces aériens, je l'ai dit, mais aussi aux aérodromes de la défense. Voilà pour nous resituer. Donc nous, la DIRCAM, c'est la sécurité aéronautique et les espaces aériens, pour faire simple. Alors j'aborderai deux thèmes bien concrets sur ce qu'on peut faire et ce qu'on fait aujourd'hui en faveur de l'environnement dans mon périmètre. L'accompagnement du développement éolien terrestre en France et la gestion flexible des espaces aériens en France. Et grâce à ces deux actions, vous allez le voir, on contribue à notre modeste niveau, mais quand même au développement durable. Disons, on limite le changement climatique comme on peut. Alors, je travaille conjointement avec le ministère de la Transition écologique, je l'ai dit, la DGAC, je l'ai dit, mais aussi la Direction générale de l'énergie et du climat. J'y reviendrai. Donc, je commence par le développement éolien et ce qu'on y fait. Alors, bon, il faut savoir qu'en France, on a une politique publique de l'énergie, bien sûr, qui est déclinée dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. On l'appelle la PPE. Tout ça découle du Code de l'énergie, mais également de la loi du 17 août 2015 sur la transition écologique pour la croissance verte, et aussi de la loi du 8 novembre relative à l'énergie et au climat. Alors pardon, dans mon métier, on est attaché au règlement. Des fois, on est un peu taxé de passion procédurale, mais bon, c'est comme ça. Alors les énergies renouvelables électriques, elles ne cessent de croître. Aujourd'hui en France, on est à 49 gigawatts à peu près. En 2017, on était en 2017 à 49 gigawatts. On est monté à 73 gigawatts, on montera à 73,5 gigawatts en 2023. Et l'objectif, c'est 2028 que s'est fixé le gouvernement, entre 101 et 113 gigawatts. Vous voyez, ça ne cesse d'augmenter les énergies électriques renouvelables. Et au sein de cette politique, il y a un volet éolien, bien sûr. Et quels sont ses objectifs ? L'objectif, c'est en 2028, il faudra ériger 14 500 aérogénérateurs terrestres, soit entre 33 et 34,7 gigawatts. Donc on est à peu près au milieu du gué, je reviendrai dans un instant. Et la loi française, je le précise, impose 40% d'énergie renouvelable dans la production d'électricité en 2030. Donc là, un objectif assez ambitieux. Alors si on regarde les parts de chacune des productions d'énergie, en 2018, le nucléaire, c'était 72%, le thermique, environ 7%, et les énergies renouvelables, c'était 21%. Voilà. Bon, on est en croissance sans arrêt. S'agissant de l'éolien, fin 2018, il y avait 7500 mâts, vous voyez, on était à la moitié de l'objectif 2028, dont 1800 raccordés, soit 15 gigawatts. Et entre 2017 et 2028, il faudra augmenter la capacité de l'éolien terrestre de 2,5 fois. Donc vous voyez, aujourd'hui on a 8100 éoliennes construites, et en 2028, 14 500. Donc vous allez en voir encore plus, et partout sur le territoire national, qui vont pousser.
et plus seulement dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est, mais et ça, Madame Elisabeth Borne, l'ancienne ministre de la Transition écologique et solidaire, l'a précisé, il faudra aller voir ailleurs, trouver d'autres gisements ailleurs. Alors les éoliennes, donc je l'ai dit, il y en a 8100, il y en a à peu près 2000 qui font plus de 150 mètres, 200 de plus de 180 mètres, et 13 pour l'instant qui font plus de 200 mètres, et j'ai des projets sur la table qui me viennent à plus de 240 mètres en bout de pale. Donc vous voyez, ça fait un sacré obstacle et qui est un danger à la sécurité aéronautique, j'y reviendrai, mais ça n'a pas seulement cette conséquence-là pour les armées, mais il y en a également d'autres. Alors, je n'ignore pas les difficultés rencontrées par les projeteurs éoliens, il y en a certainement dans la salle, ils font un métier difficile. Il faut trouver des terrains propices à la construction dans des régions où il y a des gisements de vent, ça c'est la première étape. Il faut faire face à des réglementations multiples, avec des contraintes domaniales, environnementales, aéronautiques, radioélectriques, etc. Et la plus grosse contrainte, c'est l'acceptabilité par les riverains, parce que ça c'est comme la défense, hein. Tout le monde veut de l'énergie, mais pas chez soi, c'est mieux chez les autres. Alors, l'acceptabilité par les riverains, c'est un sacré problème, avec une règle des 500 mètres. Hein, on ne peut pas mettre d'éoliennes à moins de 500 mètres d'une habitation. Ce qui fait que, si je rajoute la contrainte de géographie, les reliefs, les agglomérations, etc., 80% du territoire national est condamné à l'éolien. 80%. Rien que par ces critères d'acceptabilité, la règle des 500 mètres et la géographie. Voilà, c'est pas facile pour eux. Les projets, ils peuvent durer jusqu'à 8 ans avant d'être aboutis, d'être achevés. Et une autre préoccupation des projeteurs éoliens, c'est le financement et la rentabilité, bien sûr. Alors, que fait l'État pour les aider, outre, vous le savez, dans le domaine des finances? Depuis 2016, un décret est paru qui permet de réduire le délai des traitements de dossiers, dossiers dans lesquels, je reviendrai, les armées sont partie prenante. Mais également, ce décret instaure une simplification administrative. Là, il y a du boulot dans notre pays. Et puis, pour simplifier les contentieux, parce qu'il y en a quand même pas mal, on ne requiert plus aux tribunaux administratifs, mais directement aux cours d'appel des tribunaux administratifs. Donc, on gagne des délais aussi dans le contentieux. Alors ça, c'est la vision, je dirais, entre guillemets, civile. La vision militaire de ces développements éoliens, je l'ai dit, ce sont des obstacles, et nous, les armées françaises, on doit s'entraîner. Le chef d'état-major des armées l'a rappelé, la préparation opérationnelle, l'entraînement, c'est primordial pour l'efficacité des forces. J'ajouterais que la France est un des pays en Europe qui s'entraîne le plus, et qui a une armée extrêmement conséquente, et qui est l'armée la plus engagée en opération extérieure. On l'a vu. Donc là, on ne cédera pas, il faut que les armées puissent s'entraîner, et les armées sont responsables de la garantie d'un niveau de sécurité maximal dans le cadre de la circulation aérienne pour les aéronefs militaires, mais aussi pour les aéronefs civils qui évoluent dans l'espace aérien national. C'est une co-gestion, les civils et les militaires. Le ministère de la Transition écologique, chargé des Transports, et nous, le ministère des Armées. Ça, c'est le premier point, préserver la sécurité en basse altitude. Le deuxième point important pour les armées, c'est de conserver des espaces d'entraînement aérien suffisants. Donc depuis des années, vous en souvenez, mon général, quand vous étiez à la tête de la brigade aérienne de contrôle de l'espace, depuis des années, des espaces aériens militaires fondent comme neige au soleil. Et oui, puisque le trafic aérien civil ne cesse d'augmenter. Sauf qu'aujourd'hui, on est arrivé à l'étiage et qu'on a des nouveaux matériels qui sont plus gourmands en espace. Donc les armées doivent bien évidemment garantir un niveau d'entraînement suffisant pour répondre aux objectifs des contrats opérationnels, pas pour elles-mêmes. Ces objectifs, ils sont fixés par le gouvernement au profit de la nation dans le livre blanc pour la défense et la sécurité nationale, qui est décliné, les militaires le savent, en contrat opérationnel dans une publication interarmée. Et l'entraînement en vol en très basse altitude est essentiel pour les armées, que ce soit l'aviation de chasse, les hélicoptères, les avions de transport et aussi, et de plus en plus, les drones. Et parce qu'il nous faut opérer en toute discrétion et intervenir en délivrant des effets militaires. Un troisième enjeu important pour les armées face au développement éolien, c'est préserver notre couverture radar. Alors ça, on ne le sait pas trop, mais les armées sont responsables de la protection de la population du territoire national et de ses approches. C'est dans le Code de la Défense, le D1441-1.
Nous devons surveiller l'espace, les approches aériennes du territoire et l'espace aérien national, déceler et évaluer la menace et intervenir si nécessaire. Donc c'est au sein de l'armée de l'air, cette mission elle est confiée au commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, le CDAOA, qui est chargé en toutes circonstances de l'application des mesures de sûreté dans l'espace aérien national, dans des conditions qui sont fixées par le Premier ministre. Or, les éoliennes, elles génèrent des trous de détection à nos radars en basse altitude, et de plus en plus, parce qu'on est à 8100 et on va monter à 14 500 mâts, c'est un sacré sujet, avec des effets de masque, des faux plots qui apparaissent sur nos écrans, la désensibilisation de nos radars. Tout ceci a été mis en lumière par 2 campagnes aériennes en vol en 2019. On a mis en exergue ces perturbations aux radars de défense aérienne, et pour nous, c'est un sacré souci, mais pas que pour les armées, pour le Premier ministre qui est responsable de la protection des Français. Alors pour autant, les armées accompagnent le développement éolien. Je ne fais pas que dire non quand il y a un dossier de permis de construire éolien sur mon bureau. Les armées, déjà, essayent d'adapter leurs espaces d'entraînement aux plus justes besoins. Ça, c'est le premier point. En 2014, on a fait fondre de 18% nos zones en très basse altitude, le réseau RTBA, réseau très basse altitude, et 11% des espaces d'entraînement des hélicoptères, les vols tactiques. En 2018, on a remis le couvert avec le GT national éolien, et on a encore perdu 13% des vols TAC et 13% des secteurs d'entraînement basse altitude des avions de chasse. Donc voilà, on a réduit nos espaces en basse altitude pour permettre de construire des éoliennes. Deuxième chose qu'on fait au profit du développement aérien, c'est s'organiser pour traiter les dossiers au plus vite. Simplification administrative oblige. Donc je traite les dossiers obstacles pour la ministre des Armées au titre du Code de l'aviation civile, le R244-1, mais aussi au titre du R26 du Code des postes et télécommunications. J'y consacre 20 ETP en permanence, donc, pour cette mission de service public. Et je fais travailler les armées, je travaille avec eux, avec la gendarmerie nationale, et avec le cabinet des ministres, etc., etc. Donc beaucoup de gens travaillent dans les armées sur ce sujet, mais pas que. Je dois faire face à beaucoup d'interventions, environ une 50 par an, des interventions de tout niveau. Ça peut aller d'un maire qui m'écrit, parce que maintenant on trouve sur Internet tous nos numéros de téléphone et nos adresses, jusqu'au président de l'Assemblée nationale. Ça va jusque-là. Et à chaque fois, il faut que je réponde pourquoi j'ai dit non. Voilà. Ou pourquoi je ne peux pas dire oui, également. Je fais face à un contentieux pas très important, mais il existe. J'ai 60 dossiers en permanence dans les tribunaux administratifs, les cours d'appel des tribunaux administratifs et jusqu'au Conseil d'État. Voilà. Donc, parmi les 2500 dossiers obstacles par an que j'ai sur mon bureau, il y en a 1600 pour les éoliennes. C'est un volume énorme. Donc, 1300, ce sont des préconsultations, donc des projets, et 300, ce sont carrément des permis de construire et des autorisations environnementales qui sont déposées en préfecture par les projeteurs éoliens et qui après circulent dans l'ensemble de l'administration française concernée, dans le ministère de la Transition écologique, le ministère des Armées, et ça arrive chez moi. Et c'est moi qui réponds pour la ministre au préfet. Les chiffres sont en explosion. En 2015, il y avait 500 préconsultations. Là, on est à 1300. Et j'ai toujours pas plus d'effectifs. Toujours pas plus d'effectifs, même peut-être moins. Pour autant, je donne 95% des fois mon accord au permis de construire et aux autorisations environnementales. On travaille main dans la main avec les projeteurs éoliens pour essayer de faire en sorte que leur dossier y passe. Et à ce jour, on a autorisé plus de 43 gigawatts de construction, nous les armées, à comparer avec l'objectif final de 2028 qui est de 35 gigawatts en option haute. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour accélérer tous ces dossiers malgré leur explosion? On utilise un CERFA. Alors vous allez me dire passion administrative. Oui, non, mais au moins c'est harmonisé et on ne se trompe pas sur les coordonnées, sur les hauteurs, etc. On fait de la numérisation, on utilise un SharePoint.
Il nous reste à nous connecter avec le ministère de la Transition écologique et travailler avec les mêmes bases de données. Le ministère de la Transition écologique a dans ses cartons un portail et il faudra qu'on s'arrime à lui pour être complètement interopérable, je dirais. Je note aussi qu'on a constitué une base de données obstacles dans ma division d'information aéronautique en 2019, c'est une initiative personnelle et qui sert à tous les usagers de l'espace aérien. On sait sur les cartes, sur des cartes numériques, où sont toutes les éoliennes et on est les seuls à le faire. On le partage avec tout le monde. Troisième chose qu'on fait pour favoriser l'éolien en France, c'est réduire les nuisances visuelles. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont à côté de chez eux des éoliennes, je ne vous le souhaite pas. Ça génère des nuisances visuelles la nuit. Bien sûr, avec ces feux clignotants, c'est très embêtant. Certains s'en plaignent. Alors, on travaille conjointement depuis 2018 avec le ministère de la Transition écologique et les projeteurs pour réduire tout ça. Et on a lancé des expérimentations. Il y a 4 solutions qui ont été identifiées. Un panachage des feux calés vers le haut et d'autres initiatives que je ne vais pas détailler. On a 2 champs qui sont instrumentés actuellement et les expés sont en cours de réalisation. Et les armées ont consacré 100 heures de vol à ce jour sur avion et sur hélicoptère pour tester toutes ces solutions, pour réduire ces nuisances visuelles. Et notre objectif, il n'est pas facile, c'est de faire ce que Mme Barbara Pompili veut, c'est obtenir un ciel noir, le dark sky. Mais ce n'est pas évident pour les armées françaises, parce que quand vous êtes en basse altitude, pour ceux qui l'ont fait en avion, en hélicoptère, parfois à grande vitesse, vaut mieux les voir quand même, les éoliennes. Donc le dark sky, c'est un objectif. On va essayer de s'en approcher si on le peut. Voilà, ça c'était le premier point. La première initiative qu'on fait, j'en ai rajouté une, excusez-moi, c'est dans mon domaine aussi, on fait quelque chose qui n'est pas très connu, c'est on contribue à rendre l'aviation plus verte dans le ciel unique européen, et grandement. On sait que c'est une priorité de l'Union européenne, on l'a rappelé, avec un objectif de rendre l'aviation neutre en carbone en 2050. Clean Planet for All, c'est ce que l'Union européenne a en tête. Il faut agir, ça on ne le conteste pas, c'est important, parce que la croissance du trafic aérien jusqu'en 2019 en Europe était de l'ordre de 5% par an. Elle n'était pas maîtrisée, c'est une explosion en fait. Le nombre de vols a augmenté de 8% entre 2014 et 2017 et devrait croître encore de 42% entre 2017 et 2040. Alors vous allez me dire, ouais mais il y a eu la crise sanitaire. Ouais mais d'accord. On est tombé à 10% du trafic en mars 2020, ok. Mais là, on est déjà remonté à 40%. Et les experts pensent que ça va encore remonter jusqu'à à des niveaux d'activité semblables à 2019, 2019 étant une année record dans l'histoire pour l'aviation commerciale. Est-ce qu'on va retrouver le même niveau ? C'est pas sûr. D'ici 3-4 ans, au contrôle, c'est pas encore. Si on va retrouver, parce que vous savez, il y a l'effet Greta Thunberg. C'est pas bien, c'est pas propre de prendre un avion. On ne sait pas si on va retrouver les mêmes niveaux. Bon, pour autant, l'Union européenne s'attaque à la pollution de l'aviation avec un programme de décarbonation. J'en ai un petit peu parlé. Et dans le domaine de la gestion des espaces et des flux des avions, des efforts sont faits avec l'utilisation du tout satellitaire, la mise en œuvre de routes directes pour éviter de faire des détours en avion et consommer trop d'essence, ce qu'on appelle le free route airspace. Et également, des expérimentations sont en cours pour vous le verrez quand vous prendrez l'avion civil, pour faire des descentes continues et des montées continues pour éviter de faire des paliers et de consommer davantage de pétrole. Mais nous sommes loin du compte, même avec toutes ces initiatives. Les émissions de CO2 dans l'ensemble des vols partant de l'Union européenne ont augmenté de 88 à 171 millions de tonnes par an, soit plus 95% entre 1990 et 2016. Donc oui, effectivement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'émissions de CO2, que ça ne pollue pas, c'est clair. Alors bon, on veut décarboner, on a parlé de toutes ces initiatives, je n'y reviens pas. Il y a une autre façon aussi de faire d'économiser du carburant et d'émettre moins de CO2, c'est la réduction des retards. On n'aime pas prendre l'avion et être en retard. Bon, on fait tout, nous, les militaires, pour essayer de réduire ces retards. Il y a des raisons économiques, mais aussi environnementales, bien sûr. Les retards avaient atteint un pic en 2018 avec près de 15 minutes par vol.
en moyenne dans l'Union européenne. Bon, aujourd'hui, on n'a quasiment plus de retard, mais ça reviendra. Ça reviendra. Donc l'Union européenne n'a pas laissé tomber son objectif de réduire les retards. Hein. Je crois que c'est moins d'1 minute de retard par vol. Je ne sais pas si on y arrivera, mais c'est un objectif. Donc pour toutes ces raisons, l'Union européenne a élaboré le 22 septembre 2020 une nouvelle loi, la loi SES2+, hein, Single European Sky 2+, destinée à réduire les coûts de la gestion du trafic, mais aussi les délais dus à la congestion et les dommages causés à l'environnement. Alors là aussi, ça crée un souci aux armées, et après je vous dirai ce qu'on fait pour essayer d'aider à contribuer à ce Green Deal. Ça nous cause un souci parce qu'il faut conserver notre liberté d'accès aux espaces et aux aérodromes. Il faut préserver l'espace aérien d'entraînement, je vous l'ai dit, et il faut éviter de subir des pénalités ou des contraintes supplémentaires, parce que nous aussi, on utilise la voie aérienne civile, enfin la circulation aérienne générale, pour voler, et nous aussi, on est soumis à ces pénalités et ces contraintes supplémentaires. Alors, qu'est-ce que les armées font pour contribuer à ce Green Deal? Eh bien, en fait, il n'y a plus beaucoup de logique propriétaire dans les espaces aériens militaires français. On partage des espaces aériens avec les civils complètement en 4D, 4 dimensions. Hein. Donc nos espaces sont perméables. Et on active nos zones au plus juste besoin. Hein. On s'adapte. Les zones militaires sont à profil et à géométrie variable. Hein. On les a découpées en petits morceaux et on active que ce qu'on a besoin, que les petits bouts qu'on a besoin dans le temps qu'on a besoin. C'est un principe qui s'appelle le Traffic Light Scheme, le TLS, qui est unique en Europe. Et c'est la raison pour laquelle la France, les militaires français réussissent à réduire la consommation en carburant les émissions de CO2 en permettant d'écouler mieux le trafic aérien civil. Et d'ailleurs, la France est l'un des meilleurs élèves en Europe, hein, puisque les activités militaires en Europe, ça compte pour 3,3% des retards, mais en France, c'est seulement 0,8%. Les retards, c'est surtout les grèves. Hein, ça, on le sait. Voilà, donc actuellement, nous, la DSA et la DGAC, on fait la promotion de ces avancées dans les instances du ciel unique européen. Voilà les 2 initiatives que je voulais vous présenter. Je suis ouvert aux questions si vous le souhaitez. Très bien, merci pour cet exposé très complet et qui montre donc, concrètement comment le ministère accompagne ce développement. Donc on sent bien qu'il y a un besoin de cohabitation finalement entre le monde civil et le monde militaire. On a pris peut-être un tout petit peu de retard, donc ce que je vais faire, c'est je vais laisser en fait l'espace-temps pour 2 questions. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà une première question, s'il vous plaît? Non, il n'y en a pas au chat? Si, peut-être. En général, moi j'en ai une, à titre personnel. Il y a également des éoliennes de mer, et en soi, par rapport au trafic aérien, ce serait... Enfin, après, je sais que c'est plus coûteux, je pense, à mettre en place. Mais du coup, quelle proportion de projets d'éoliennes de mer vous avez sur votre bureau versus projets éoliennes terrestres? Parce qu'on a l'impression que la France est, enfin, si je peux me permettre, légèrement en retard par rapport à d'autres pays sur le développement de ces éoliennes, qui peuvent justement peut-être moins gêner le trafic aérien au-dessus du territoire national. On est en retard par rapport aux pays nordiques et à l'Angleterre, hein, dans le développement de l'éolien maritime. Les projets, ils commencent à peine hein, en France. On en a entendu parler à la télévision, hein, de toute façon, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord, dont les pêcheurs. Alors, je ne vais pas me défausser, mais je voudrais simplement vous dire que c'est les préfets de zones maritimes qui s'occupent de cette question, et ce n'est pas moi. Je ne donne pas mon avis sur les projets éoliens en mer. Mais il va y avoir du souci et du travail. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, non. Alors, sinon, moi j'en ai une à titre personnel aussi, mon général. Vous nous avez fait un exposé donc, très, très complet avec donc, des chiffres assez précis. Moi, ce qui m'a finalement interpellé dans votre propos, c'est que le ministère des Armées donc, a déjà fait beaucoup de choses. Et en bon mécanicien, j'ai envie de dire, où sont encore les marges? C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a une espèce de dynamique qui s'est installée où on cherche à développer de plus en plus l'éolien. Pour la partie terrestre qui nous concerne ce matin, qu'est-ce qu'on a encore à mettre, nous, Minarmes, dans la balance pour accompagner ce développement? Bon, ce développement, moi je ne suis pas inquiet, il va continuer. Les 14 500 aérogénérateurs, on y arrivera. Il faut juste changer les endroits où on les met. D'ailleurs, on travaille à ça avec les projecteurs éoliens en ce moment. Essayer, dans le Grand Ouest notamment,
Je ne sais pas si vous avez des maisons dans le Grand Ouest, mais je suis désolé. Mais on va essayer de trouver des gisements de vent. Et aujourd'hui, on attend des projeteurs qui nous donnent des projets, des terrains, des polygones, où on pourrait étudier toutes ces contraintes, radar, radioélectrique, etc., pour permettre l'implantation de vastes champs d'éoliennes pour eux. Moi, je ne suis pas inquiet. Les 14 500, on y arrivera. Est-ce qu'on arrivera à préserver nos espaces d'entraînement? Ça, c'est une autre question. Il y a aujourd'hui 1000 éoliennes qui sont construites dans nos espaces d'entraînement. Maintenant, je ne dis plus non. Il y a des espaces où ça y est, elles sont construites. Donc, si on en met à côté, ça ne va pas plus gêner les armées françaises. C'est déjà foutu. Parce que les critères, ils évoluent. Ils évoluent. Avant, c'était assez light. Mais avec les éoliennes, au début, les premières éoliennes, en 2009, elles faisaient 90 mètres à 120 mètres. Aujourd'hui, vous avez vu, on est à 240 mètres. Donc, ce n'est pas du tout le même obstacle et la même perturbation. Donc, nos critères se durcissent. Ça, c'est certain. Pour autant, je pense qu'on arrivera à cohabiter avec les éoliennes d'ici 2028. Après, j'ai pas le boule de cristal sur ce que veut faire la France, mon pays, au-delà de 2028 en matière d'éoliennes. Peut-être qu'il faudra... On va arriver peut-être à saturation quand même. En tout cas, dans le Grand Est et dans les Hauts-de-France, c'est sûr. Vous l'avez entendu à la télévision, les présidents de la région, ils ont dit stop. Les présidents de région disent stop, plus d'éoliennes chez nous. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention, donc très clair. Je vais donc dès à présent laisser la parole donc à M. Dresse-Philippe sur le développement durable donc, du MINARM. D'accord. Bonjour à tous. Merci. Avant de vous parler ressources et stratégies pour essayer de concilier le développement durable et l'existant au ministère des Armées avec les enjeux du changement climatique, peut-être vous rappeler un petit peu la manière dont nous pouvons prêter le flanc à ce changement climatique et vous parler existant. Et donc je vais moins faire rêver que mes camarades et revenir à des choses qui sont plutôt de l'eau, des cailloux et du soleil. Ça sera moins sophistiqué, mais voilà. Donc le ministère des Armées, c'est 260 000 hectares d'occupation au sol sur le territoire français. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 80% du département des Yvelines si on mettait côte à côte la totalité des emprises. C'est 85% d'espace naturel, 80 000 hectares de forêt donnés en gestion à l'ONF et d'autres massifs forestiers. Ce sont des espaces ouverts, des prairies, des champs. Et naturellement, tous ces espaces sont nécessaires à l'entraînement opérationnel des armées et plus particulièrement à l'armée de terre. Et donc c'est un enjeu pour nous en termes de propriétaires fonciers, même si le vrai propriétaire, c'est le ministère des Finances de Bercy, mais nous sommes le premier utilisateur du domaine public de l'État, le premier utilisateur du domaine privé étant l'ONF, vous vous en doutez, avec 1,5 million de forêts domaniales en France et 2,3 millions en Guyane. C'est 260 000 aussi ressortissants du ministère qui y vivent, qui ont besoin de se nourrir, qui ont besoin de boire, dont on assure l'habillement, qui utilisent des matériels qui viennent de vous être présentés, qui logent. Il y a des écoles, des hôpitaux, tout un certain nombre d'infrastructures, et ces aménités, il faut que nous les fournissons. Et que nous les fournissons dans une logique de développement durable, c'est-à-dire en choisissant les matériaux, en s'ajustant et en prenant en compte les contraintes qui évoluent. La loi sur l'alimentation vient de changer et va avoir un impact sur la manière dont nous allons nourrir nos ressortissants, la manière dont nous allons acheter les ressources naturelles pour les nourrir. Et nous avons dû négocier, par exemple, des dérogations pour avoir le droit encore d'avoir des bouteilles d'eau, parce que quand vous partez en opération ou en entraînement, vous n'avez pas forcément les mêmes aménités que si vous êtes en casernement, bien évidemment. Le ministère est un gros consommateur de ressources naturelles.
Nous sommes un gros consommateur d'eau. On vous a présenté la situation énergétique, je n'y reviendrai pas, mais, puisque nous en avons déjà pour l'eau destinée à la consommation humaine, mais aussi pour l'eau à usage industriel. Les usages industriels sont la première raison de consommation d'eau en France, bien devant l'eau destinée à la consommation humaine. Nous consommons des ressources naturelles. Naturellement, les infrastructures du ministère des Armées, il faut les construire, donc il faut des cailloux, il faut du calcaire, il faut du ciment, il faut du bois, il faut du métal et naturellement de l'énergie. Donc le changement climatique va peser sur nous parce qu'il pesera sur ces ressources. Donc on parle des plus coûteuses, effectivement, qui sont l'énergie et les plus cruciales. Mais néanmoins, ça va nous obliger, à la fois parce que ces ressources naturelles vont devenir plus difficiles à obtenir, à ajuster nos modes constructifs. Donc si je rentre un peu dans le détail, les ressources en eau, c'est plus de 120 points de captage, et dont certains alimentent les populations civiles. Donc nous avons là une responsabilité importante de qualité de l'eau, pour nos ressortissants et nos emprises, mais aussi pour les emprises civiles que nous alimentons. Nous nous dirigeons plutôt vers la fermeture de ces captages qui ne sont pas strictement nécessaires pour des questions de sécurité et de résilience, et des branchements sur les réseaux d'eau civile, mais en prenant soin que ces réseaux soient sûrs en termes de qualité et par rapport à des enjeux de sûreté. Nous sommes aussi, concernant les eaux, malheureusement, de par notre activité, de par l'histoire de nos activités, nous avons généré des pollutions parce que dans l'histoire, d'abord, les emprises que nous occupons ont été plus souvent attaquées, bombardées dans les diverses guerres qu'il y a eu sur le territoire français, et ce sont des choses qui restent longtemps. Donc les pollutions des sols, nous avons à gérer des pollutions historiques, et nous avons aussi à maîtriser les éventuelles pollutions que nous pourrions avoir de nos activités industrielles, que ce soit nos dépôts de munitions, nos dépôts d'hydrocarbures. On imagine très bien que s'il se passe quelque chose, il y a des enjeux. Donc le ministère a un enjeu en matière d'environnement et une responsabilité très importante. Je vais peut-être dire juste un mot sur l'eau, mais l'eau qui n'est pas l'eau qu'on utilise, c'est la montée des eaux. Tout à l'heure, on nous a dit qu'une des possibilités, c'était la montée des eaux d'environ 1 mètre d'ici 2100. C'était un des scénarios possibles. Nous avons des implantations immobilières et ces implantations, elles ne bougent pas. Elles ne sont pas mobiles. Quand on investit en termes d'infrastructures ou d'immobilier, on investit pour 50 à 70 ans facilement. Le monde du logement, la promotion immobilière fait des programmes à 70 ans aujourd'hui. Nous avons encore des infrastructures que nous utilisons, qui ont naturellement connu leur rythme de réhabilitation et de réutilisation, mais qui ont une ancienneté relativement importante, et nous occupons un certain nombre de bâtiments qui ont été construits au 19e. Donc nous devons faire avec en termes d'enjeux de développement durable et de performance énergétique, assurer que ces bâtiments anciens puissent être améliorés en termes d'isolation, parce que c'est un enjeu du changement climatique. Faire en sorte d'avoir des bâtiments qui résistent bien à la chaleur, mais aussi au froid, puisqu'on sait très bien que si demain le climat sera plus chaud, on est dans les décennies qui viennent face à des phases chaotiques, et donc on va atteindre ponctuellement des chaleurs extrêmes beaucoup plus grandes que celles qui seront usuelles ou générales dans l'état stable futur plus chaud. Ça, c'est les changements d'état. Et de même qu'on sera ponctuellement, on aura à faire face à des phases de froid ponctuelles, inhabituelles. Donc il ne faut pas imaginer que changement climatique, ça sera quelque chose de linéaire qui va vers du plus chaud. Ça sera quelque chose qui va traverser des périodes chaotiques, et donc il faut qu'on ait la capacité de faire face à tous ces changements.
Et pour construire nos bâtiments, il faut qu'on ait des bâtiments qui soient résilients, robustes et polyvalents. C'est-à-dire que si aujourd'hui on construit du bâtiment avec du mur refait en béton et que demain on veut le transformer en autre chose, il faut tout casser. Et donc on a eu un coût énergétique et climatique, puisque ça consomme du carbone de produire du ciment, du matériau calcaire et d'avoir nos murs en béton. Mais en plus, on sait que 15 ans après, il faudra qu'on recasse tout et qu'on recommence. Donc le changement climatique nous oblige aussi à changer nos modes constructifs, à réfléchir plutôt sur des plateaux avec des poteaux, que ce soit en charpente métallique ou en ossature béton ou en charpente bois, avoir des choses qui puissent être adaptées et s'adapter au fur et à mesure des décennies, puisque quand on construit pour longtemps. J'ai aussi une pensée sur nos implantations qui sont justement pas très loin du trait de côte. Le ministère de la Transition écologique a publié il y a quelques années une stratégie de retrait du trait de côte. C'est des termes un peu militaires pour dire que on va pas face à la montée des eaux. Il y a des endroits où on est sur des substrats rocheux, on est haut, ça va pas changer grand-chose ponctuellement, même si on peut avoir des risques de submersion marine accrue générés par le changement climatique, mais il y a des endroits, je pense notamment en espace métropolitain à la zone Poitou-Charentes, où Brouage, il y a 300 ans, c'était entouré par l'eau, maintenant la mer est à 25 km. Il faut imaginer que ça puisse repartir dans l'autre sens. Et la stratégie de retrait de trait de côte, c'est qu'on ne va pas utiliser toutes nos forces à mettre des enrochements pour arrêter l'eau. Ce n'est pas à l'échelle de ce qu'on peut faire face à la montée des eaux. Donc il faut réfléchir dès maintenant sur nos implantations immobilières, et on en a qui ne sont pas seulement les ports, bien évidemment, les ports sont en première ligne, mais on a aussi des implantations en Poitou-Charentes qui sont pas très très loin, et c'est un enjeu parce que quand on construit pour longtemps. Voilà, donc avec des objectifs importants, et j'en profite pour dire qu'effectivement, il y a une compétition sur ces ressources. Alors, elles ne sont pas les plus chères aujourd'hui, mais il y a quand même une compétition. La région Île-de-France, par exemple, importe son béton à plus de 50%, soit sous forme préfabriquée, soit sous forme de ciment, parce que pour construire du béton, il faut des granulats, et les granulats, on en trouve dans les rivières, sauf que les rivières, les bords de rivières, les limageurs de rivières, c'est des enjeux écologiques forts. C'est aussi des endroits où, quand on creuse, on met à nu nos nappes phréatiques, donc il n'est pas souhaité d'aller les mettre à nu, parce que toute pollution que traîne une inondation s'infuse dans la nappe. Et donc, il faut aller les chercher plus loin. Donc ça, c'est un enjeu fort. Et d'ailleurs, si le nucléaire, petite parenthèse sur l'énergie, est une énergie propre par rapport au carbone, ça reste une énergie fossile. Et l'uranium s'épuisera un jour. Voilà. Et puis, quelques mots sur la biodiversité, puisque nous avons, étant un très gros propriétaire foncier, un très gros utilisateur du foncier de l'État, une responsabilité face à la biodiversité. La première menace sur la biodiversité, c'est malheureusement celle des pesticides et des intrants. Donc je vais faire bondir les défenseurs de la cause agricole, mais c'est un peu la réalité quand même. Et quand des naturalistes viennent faire des études sur nos terrains préalablement à des travaux, puisqu'on doit faire ces études, et qui font la même sur la zone agricole, clairement, le niveau de biodiversité n'est pas le même. Donc ça nous pose à nous des difficultés, parce que nous devons quand même, pour nos besoins opérationnels, construire. Donc on le fait en bonne et due forme, et quand il y a ça porte atteinte à des espèces protégées, on met en œuvre des demandes de dérogation à la protection des espèces, et on le fait et on les obtient, parce que c'est vital. Mais par contre, ça peut nous conduire à compenser par ailleurs. Et puis, ça veut dire aussi que nous avons une richesse écologique qui est vraiment la première carte de visite du ministère vis-à-vis de la société civile, et qu'il faut préserver et faire connaître, parce qu'on ne le fait pas mieux connaître. Alors, face à tout ça, qu'est-ce que nous faisons ? D'abord, nous mettons en place des stratégies. Nous prenons en compte les stratégies qui existent, développées par le MTE notamment, et puis nous avons nos propres stratégies. Je pense au chantier de modernisation numéro 16 qui vise
effectivement, à améliorer la qualité de notre environnement et du développement durable au sein du ministère des Armées. Ce chantier 16 a 5 axes. Le premier, c'est améliorer la prise en compte de l'environnement par rapport aux risques industriels qu'on fait peser sur cet environnement. Donc en traduction, c'est ce qu'on appelle les installations classées, que ce soit les IOTA ou les installations classées pour la protection de l'environnement. Et on essaye de s'améliorer sur ce point-là. Et c'est une question qui est relativement importante pour nous, parce que la société civile ne comprendrait pas qu'on fasse peser des risques sur notre environnement commun. Et quand il existe des incidents, ça porte atteinte à la fois à la qualité des eaux, à la qualité de l'air. Et donc ça, c'est pas confiné au ministère des Armées, c'est tous ensemble. Le deuxième axe, c'est effectivement un effort sur la qualité énergétique, et ça se traduit aussi par la stratégie ministérielle de performance énergétique qui nous conduit non seulement à construire selon les normes d'aujourd'hui, plus économes en énergie et plus résilientes, mais aussi à faire évoluer notre patrimoine en l'isolant mieux et en n'oubliant pas que quand on isole, il faut climatiser, sinon ça devient tout pourri derrière l'isolant. On a un enjeu aussi concernant le chauffage. On a parlé d'énergie, et je vais vous en parler aussi quelques mots concernant l'énergie photovoltaïque et la manière dont on accompagne le développement des énergies renouvelables photovoltaïques, production d'électricité, mais on a aussi un enjeu très fort qui est l'eau chaude solaire, et là, l'eau chaude, et qui peut, à moindre coût et de manière beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteuse, être résolue par le forme de chauffe-eau solaire. On l'a fait sur le plateau d'Albion, on le fait sur pas mal d'emprises, et avoir cette ambition de mettre en eau chaude solaire toutes nos emprises du sud de la France, voire une grosse partie des emprises du nord, en tout cas pour la partie qui permet de chauffer l'eau même en hiver jusqu'à 20-30 degrés, et puis après c'est juste l'électricité qui prend la suite. C'est un gain en énergie qui est énorme, parce que l'eau chaude consomme énormément. De la même manière, nous cherchons à nous raccrocher à tous les systèmes de chauffage urbain. Donc, vous connaissez le système de chauffage urbain qui est de produire de la chaleur, notamment en brûlant des déchets ou des ordures ménagères. Alors, je sais que dans certains centres, on trie tellement bien ces déchets que ces instances, ces usines ont du mal parfois à trouver suffisamment de déchets pour produire le chauffage urbain, mais voilà, il y en a à peu près 56 réseaux en France urbains qui existent, et chaque fois que nous avons des chaudières anciennes à remplacer, nous branchons d'abord sur des réseaux de chauffage urbain avant d'imaginer remplacer nos propres chaufferies. Et dans la stratégie ministérielle de performance énergétique qu'a signée la ministre il y a 1 an et demi, il y a l'ambition dans les 12 prochaines années de supprimer la totalité des chaudières à charbon, puisqu'il en restait 5 il y a encore 1 an, mais ça va se faire assez rapidement, de supprimer la totalité des anciennes chaudières fioul lourd, et de passer sur des énergies un peu plus propres. Voilà, quelques mots sur Place au Soleil et Natura 2000, et puis je conclurai là-dessus. Place au Soleil, c'est un projet, un plan gouvernemental d'essayer d'accompagner le développement des énergies photovoltaïques, et le ministère s'est donné comme objectif de mobiliser 2000 hectares de son foncier pour permettre l'implantation de fermes solaires. C'est quelque chose sur lesquels on est naturellement le premier en termes d'objectifs et le premier en termes de réalisation par rapport aux autres entités étatiques. On est actuellement à peu près à 1000 hectares qui sont proposés à des opérateurs pour développer du photovoltaïque. Il y a déjà des autorisations qui ont été accordées, et c'est des process de publicité pour le faire. Et puis entre 400 et 500 hectares qui seront réalisés par des collectivités locales pour faire du photovoltaïque à production d'électricité, et auxquels nous cédons des terrains dans ce but-là.
Voilà, et nous sommes, mais c'est pas simple parce que nous nous heurtons à la difficulté qui est la difficulté de développement durable, qui est la conciliation des différents enjeux, qui est est-ce que je développe des panneaux photovoltaïques et je porte atteinte à la biodiversité? Non, pas jusqu'au bout. Quel type de biodiversité? Est-ce que je déboise, je défriche, je déboise? Là aussi, il y a des conciliations d'enjeux qui ne sont pas simples et qui sont effectivement une des difficultés de Place au Soleil. Et puis un dernier mot pour vous dire que sur les enjeux biodiversité, Natura 2000 est une ambition européenne de préservation d'espaces pour la biodiversité et que nous sommes fortement engagés dedans avec 2 programmes LIFE sur le camp de la Valbonne et un autre à l'échelle du ministère qui s'appelle LIFE Nature Army. Et c'était 2 des 3 programmes français LIFE retenus pour la France par l'Union européenne l'an dernier. Donc voilà, donc c'est pour vous dire qu'on est un acteur majeur, y compris sur ces champs-là. Merci beaucoup pour toutes ces explications et ces exemples très concrets qui montrent que, effectivement, là aussi, sur la partie infrastructure, le ministère des Armées est évidemment totalement vertueux. On arrive donc au terme de cette table ronde, de cette première table ronde de ce matin. Je voudrais quand même encore laisser la parole donc à l'auditoire sur donc cette intervention qu'on vient d'avoir, mais peut-être aussi sur les 3 autres. S'il y avait encore 1 ou 2 questions, le temps nous le permet encore. Il n'y a personne. Mais écoutez, oui, pardon. Ah, excuse-moi. Les fermes photovoltaïques présentent de nombreux avantages, si on met à part le foisonnement, mais bon, ça peu importe. Ils présentent aussi un gros souci, c'est le sourcing des 10 panneaux qui sont produits à 90-95% en Chine via une énergie carbonée, la pire, le charbon. Donc est-ce qu'on ne fait pas que décaler le problème plutôt que de solutionner quoi que ce soit, sachant qu'en France, on l'a rappelé, on est quand même capable de produire de l'électricité propre à plus de 70%. Merci. C'est une bonne question et vous avez raison. C'est un enjeu pour la France, mais pas forcément pour le ministère des Armées en tant que tel, mais à l'échelle de la France, d'avoir une filière industrielle, peut-être pas française, mais au moins européenne, de production de panneaux solaires photovoltaïques. Et c'est aussi un enjeu de recyclabilité des panneaux derrière, parce qu'effectivement, vous l'avez raison, pour les produire, il y a de l'électricité qui elle-même vient du charbon. Mais après, on a aussi un enjeu de déconstruction et de recyclage de ces panneaux dont certains composants ne sont pas forcément facilement recyclables. Donc on voit bien que sur l'ensemble des sujets énergétiques, si j'élargis un petit peu plus, on n'a pas de piste facile et évidente. On est bien sur une solution qui sera plutôt un mixte dans des conciliations et que la piste majeure, c'est quand même la sobriété. Et ça pose la question de nos besoins et puis de la pression humaine, quoi. Voilà, et donc une des pistes, c'est quand même celle-ci. Sinon, on n'est que sur de la concurrence d'usage et voilà, il n'y a pas de choses extrêmement simples. Je ne sais pas si mes collègues veulent compléter sur la partie énergétique, parce que je pense que c'est un sujet important. Oui, une question. Je vais leur poser. Mon nom, c'est Christelle Roger. Je dirige un cabinet de conseil en biomimétisme. Justement, j'avais une question sur les modèles d'éoliennes, puisque aujourd'hui, c'est un irritant. Vous devez composer avec. Il existe pourtant des petits modèles d'éoliennes avec des technologies de type ADVTech, donc CityWind par exemple, qui est développé par une société, une PME bordelaise, et de mémoire les Arts et Métiers de Bordeaux. Et c'est des petites éoliennes qui ont le bénéfice à la fois d'apporter sécurité parce qu'elles sont plus petites et en même temps une capacité de rendement qui doit être à 50% et les conventionnelles qui sont à axe horizontal sont à peu près à 40%. Et ces éoliennes, en fait, c'est basé sur des turbines cycloïdales à axe vertical. Et donc, si on changeait, elles sont bio-inspirées,
donc de la membrane ondulante notamment. Si on changeait le modèle, la façon de voir l'innovation et la conception, peut-être qu'on pourrait aller sur des réponses à ces défis climatiques, peut-être aussi bien dans l'énergie, dans la construction, dans le bâtiment, dans des problématiques de conception de matériaux différents, de structures d'ouvrages, par exemple en béton qui permettent de se régénérer grâce à des bactéries cicatrisantes en fait. Est-ce que ce n'est pas tout ça des pistes pour vous en fait? Alors aujourd'hui, les projeteurs éoliens... Ça s'active tout seul. Aujourd'hui, les projeteurs éoliens, ils sont dans la course à la hauteur pour aller chercher le vent le plus haut possible. Et donc, on n'est pas encore arrivé à, je dirais, un plafond, une asymptote. Donc, ils continuent dans cette dynamique. Peut-être qu'un jour, effectivement, ils seront obligés de construire plus bas, notamment en dessous de 150 mètres. Ils ont en tête un seuil psychologique de 150 mètres. C'est ce qu'on m'a objecté en réunion avec le ministère de la Transition écologique. Une fois, les projecteurs m'ont dit à cause de vous, les armées, on ne peut rien construire au-dessus de 150 mètres, ce qui est faux. Je vous l'ai dit, on a déjà des éoliennes qui font 180 mètres, des centaines, et puis quelques-unes au-dessus de 200 mètres. Construire plus bas... ça ne va pas être forcément très rentable. Il faut aller chercher le vent et les puissances ne font que s'accroître. Mais moi, je suis tout à fait favorable. Si elles faisaient même moins de 50 mètres, j'aurais même plus de dossiers sur mon bureau. Elles existent, c'est agrivoltaïques, en fait, elles ont un rendement de 50% par rapport au conventionnel qui est de 40%. Et c'est un axe vertical, alors que les conventionnels, elles sont sur un axe horizontal. Donc elles existent et en plus, elles ont l'avantage de préserver la biodiversité parce que l'éolienne normale, en fait, c'est la troisième raison de disparition des chiroptères, donc des chauves-souris qui meurent par barotraumatisme à cause des pales et de la vitesse en bout de pale. Donc en plus, ça permettrait de concilier l'impératif et le défi, l'effet recherché qui est la sécurité pour vous en vol, préserver la biodiversité et en même temps avoir du rendement énergétique et consommer moins de matière, puisqu'on sait qu'une éolienne, c'est une tonne de matière rare aussi. Oui, une éolienne de 180 mètres, c'est 1000 tonnes de béton aussi. Oui, mais c'est pour ça, les petites, elles consomment beaucoup moins. Donc, et la question me posait pourquoi la France n'investit pas ou ne soutient pas ces PME innovantes pour les faire passer à l'échelle, justement. Certaines sont bloquées en TRL 5-6. Et l'objectif, ça serait vite les passer en neuf, parce qu'elles ont besoin de ce coup de pouce. Donc, je vous invite à poser la question au ministère de la Transition écologique. Moi, je n'ai pas la réponse à cette question, mais ça m'arrangerait qu'elle fasse moins de 50 mètres. Très bien. Est-ce qu'il y a une toute dernière question, peut-être? Oui, au niveau du chat. Oui, donc il y a une question du chat. Vous mentionnez des enjeux liés au programme de construction sur 50 à 70 ans. Parfois, sur les emprises militaires, on voit des solutions temporaires type Algeco qui sont mis en place pour quelques années, voire plusieurs décennies. A-t-on une idée de leur impact en termes de performance énergétique? Et a-t-on une stratégie d'interdiction ou de limitation de ces solutions dans le futur? Bonne question. Il y a deux types d'Algeco. Je vais avoir des Algeco de chantier qui effectivement ont quand même évolué avec les normes, mais qui ont vocation à rester utilisées 2 ans, 3 ans maxi, pour lesquels on ne peut pas faire autrement que de les utiliser, parce que parfois, effectivement, dans la manœuvre immobilière qui conduit à rénover des bâtiments, enfin, je veux dire, parfois, les bâtiments, on les rénove, il faut sortir les gens, il faut les mettre ailleurs, et quand c'est 2 ans, peut-être que la solution de mettre des Algeco et puis de les faire revenir, c'est quelque chose qui est gérable et à moindre coût, parce qu'effectivement, si on se prive totalement d'Algeco de chantier, il faut que j'ai des bâtiments vides pour les mettre pendant qu'on fait des réhabilitations lourdes ou des constructions. Donc c'est encore plus compliqué. Et puis, il y a un deuxième type d'Algeco qui répondent totalement aux normes qui sont celles du bâtiment neuf et avec lequel on compose des bâtiments qui peuvent avoir une durée de vie de 30 ans ou de 20 ans et qu'on utilise
pour aller vite, mais en termes environnementaux, en termes de déperdition d'énergie, d'isolation, on est bien dans les normes constructives d'un bâtiment dur avec une modularité beaucoup plus souple. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Messieurs, merci pour vos éclairages. Donc très, très, très riche sur ce premier thème de cette table ronde. On peut retenir, on a dit plein de choses. Ce qu'on peut retenir quand même, c'est qu'aujourd'hui, le ministère des Armées est vraiment un acteur engagé dans cette politique d'accompagnement de la transition énergétique. Nous avons une stratégie aussi ambitieuse. Et plutôt que de voir cette transition écologique comme un frein, ou en tout cas comme une contrainte, on peut changer le projecteur finalement d'angle et le voir comme étant finalement un catalyseur pour notre supériorité, notre facteur opérationnel. Voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a un cap et des directives qui sont claires. Et souvent, les changements les plus importants et les plus durables commencent bien par ce type d'outils. On a retenu également, et cette fois-ci plus sur la partie éco-conception, c'est que d'ores et déjà, les exigences d'éco-conception sont prises en compte dans les contrats. C'est sans doute pas suffisamment dit. Ce matin, ça a été affirmé, et donc c'est très bien. J'ai également retenu qu'au-delà de ces travaux d'accompagnement, il y a aussi des pistes de réflexion sur comment faire mieux encore que ce qu'on fait aujourd'hui, notamment avec l'hybridation, l'optimisation énergétique des plateformes, avec des simulations pour derrière en déduire des modèles énergétiques, et puis peut-être aussi sur le plan de la chimie, développer des biocarburants. Tout ça, évidemment, c'est très porteur d'espoir, et donc ça va stimuler l'innovation. Et puis, donc, pour finir, on a eu donc, ces deux éclairages extrêmement intéressants, très riches, encore une fois, en exemples. L'éolien, qui montre bien, finalement, ce dilemme où il faut cohabiter avec des acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt que nous, et dont nous, dans cette démarche-là, on a bien sûr, enfin, le ministère des Armées a bien sûr à défendre sa singularité militaire, puisque on ne peut pas on ne peut pas sacrifier notre performance opérationnelle, et elle commence par l'entraînement. Donc, cette présentation ce matin était évidemment très, très éclairante. Et puis, on a fini avec vous, Monsieur Dresse, sur en fait les contraintes qu'on prend en compte pour construire désormais le parc immobilier de la Défense. Vous avez évoqué un certain nombre de chiffres assez parlants. Là aussi qu'on ne connaît pas forcément, mais qui montre bien cette dynamique aujourd'hui. Voilà, et donc pour toutes ces présentations, encore une fois, merci beaucoup. Merci à l'Assemblée d'abord pour votre présence, pour vos questions. Merci également aux gens qui sont donc à distance, qui nous ont suivis jusque-là. Et donc ce que je vous propose, c'est de clore cette table ronde dès à présent. Et on vous donne rendez-vous vers 14h, donc ici en salle, pour aborder cette fois-ci le deuxième volet de la table ronde, qui sera donc modéré par Monsieur Regaud, qu'on a déjà entendu ce matin, et donc qui va poursuivre ce colloque avec vous. Merci beaucoup et bon appétit.